Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je fais un entretien avec Jordanix de la chaîne Jordanix, voilà, ça fait des années qu'on se suit l'un et l'autre et c'est la première fois qu'on se rencontre et je vais laisser Jordanix animer la conversation entre nous deux, je te donne la parole. Effectivement, Magid, moi j'ai prévu plusieurs questions. Ça fait des années qu'on se connaît, hein, depuis environ 2015, on se suit mutuellement sur les réseaux. Pour me présenter rapidement, moi je suis un vidéaste de 50 000 abonnés sur YouTube. Je parle principalement des croyances religieuses en ce moment en tout cas, et principalement de l'islam sunnite. Donc on se connaît depuis des années et je pense que ça peut être intéressant d'échanger un petit peu sur nos points de vue politiques. Du coup, j'avais une première question. Alors déjà, moi j'aimerais que tu me dises, en tant qu'ex-musulman, mais aussi en tant que Français né en France, mais d'origine étrangère, Mhm. euh, D'origine algérienne. Ouais. voilà, d'origine algérienne, est-ce que tu penses que l'islam est un frein à l'intégration en France? Euh, bah, Toi comme moi on connaît le fond des textes de l'islam. Déjà, s'intégrer, l'intégration à la France, s'intégrer à une communauté, à un pays, ça veut dire quoi déjà de base? Ça veut dire tu t'intègres à la culture dominante ou majoritaire dans cette société, dans ce pays. Donc, et en l'occurrence, la culture occidentale qui pour l'heure est dominante dans la France actuelle, c'est des idéaux moraux comme la liberté, l'égalité, la non-violence, voilà, c'est des idéaux recherchés. Et force est de constater que l'islam, ceux qui sont à même de définir ce que l'islam est ou n'est pas, c'est pas les musulmans, même si demain ils faisaient un congrès mondial et ils votaient à main levée. Non, c'est Allah et secondairement son prophète Mohammed. Et ben, eux défendent des valeurs totalement contraires à cette liberté, cette égalité et cette non-violence. Tu seras plutôt d'accord avec moi. Je vais prendre ne serait-ce que l'exemple le plus simple, le plus clair. Par exemple, la question de la liberté de conscience. C'est vraiment un truc dans le monde occidental, en France, vraiment indiscuté comme valeur sacrée, l'idée que l'État, les pouvoirs publics, les politiques n'ont pas à punir quelqu'un parce qu'il ne croit plus en le Dieu de la religion d'État ou il croit en un autre Dieu. Voilà, c'est évident, la liberté de conscience, que chacun croit en ce qu'il veut ou ne croit pas. Et force est de constater, tu connais les textes islamiques comme moi, que le dogme le plus cité dans le Coran, que ce soit sous forme de législation ou sous forme de narration historique, tu vois, c'est la criminalisation des non-musulmans. Enfin, il y a écrit dans le Coran, tu sais comme moi, que les non-musulmans, ceux qui ne croient pas en les versets du Coran, ni en Allah ni le prophète Mohammed, seront torturés éternellement en enfer. Il y a également écrit, parce qu'avant la période avant l'enfer post-mortem, il y a la vie sur terre. Il y a également écrit dans le Coran que les croyants doivent cesser toute alliance, même avec leur propre père ou frère, s'ils préfèrent l'incroyance à la foi, Sourate 9, verset 23. Il y a écrit que les non-musulmans sont les ennemis des croyants, Sourate 8, versets 59 et 60. J'allais y venir Voilà. et je vais rebondir là-dessus. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est ce que j'appelle la violence éducative qui, dans l'islam sunnite, est autorisée. C'est-à-dire qu'il y a des hadiths sahih dans lesquels, effectivement, frapper un enfant parce qu'il ne fait pas sa prière, Hmm. c'est totalement autorisé. Et en France, aujourd'hui, heureusement, la loi française interdit ce type de pratique. Donc déjà, de base, il y a un problème. Bien sûr. Il y a un problème avec la loi française et la loi de l'islam sunnite qui encourage, Oui, voilà, dans sa pratique, tant le à Coran que les violenter les enfants. hadiths, et même je vais te dire, je vais rebondir sur ce que tu dis. Par exemple, s'il y a des lois violentes comme ça, ou comme le prophète Mohammed qui a dit dans ses hadiths sahih, par exemple de Bukhari, numéro 6878, numéro 6922, qu'il fallait tuer celui qui quitte l'islam, ou des lois violentes même dans le Coran, par exemple, qui disent aux croyants qu'il faut combattre les non-musulmans car ils n'appliquent pas la religion islamique, sourate 9, verset 29, même si les musulmans en France, majoritairement, sont non violents et n'appliquent pas ces lois parce qu'ils ne le peuvent pas, ils n'ont pas le pouvoir politique pour les appliquer, ça véhicule quand même, quand ils sont acculturés à ça depuis leur plus tendre enfance, à ces textes, ceux qui le sont éduqués à ce genre de textes mécréanophobes, ça joue quand même sur l'intégration, qui est le sujet de ta question. Par exemple, ça peut influencer des comportements, par exemple le refus de se mélanger aux non-musulmans ou de faire ami avec les non-musulmans, Mm. parce que tu as tes textes qui définissent les non-musulmans étant des ennemis. Donc, même si c'est pas appliqué à la lettre, ça véhicule une idéologie, mais je ne sais pas dans quelle proportion,
qui peut jouer sur la capacité d'intégration. En parlant de proportion, du coup, je me permets de rebondir là-dessus. L'homophobie, dans l'islam sunnite, comme dans d'autres religions, c'est un truc qui est très très présent. Et en 2018, de mémoire, on a un sondage IFOP qui est sorti justement concernant les différentes croyances et l'homophobie. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce sondage, mais pour résumer simplement et rapidement, ce sondage de 2018 sur l'homophobie en France, sondage IFOP, allez voir, vous verrez que l'islam sunnite pète littéralement tous les scores en matière d'homophobie. C'est un sondage qui a été réalisé sur plusieurs types de croyances, à des questions posées à des musulmans, et vraiment, le niveau d'homophobie des musulmans à qui on a posé la question... Il est disproportionné par rapport à la moyenne. Par rapport à la moyenne. Pareil pour un sondage sur la mode du no-bra, le fait de ne pas porter de soutien-gorge qui s'était développé, cette mode après le Covid, parce que beaucoup de gens des femmes étaient chez elles et du coup ne portaient plus de soutien-gorge. J'en avais déjà parlé de ce sondage IFOP de 2020 qui montrait une disproportion des réponses des musulmans par rapport à la moyenne nationale sur le fait que si une femme sans soutien-gorge dans l'espace public s'est fait agresser sexuellement parce que son agresseur sexuel a estimé qu'elle avait des tétons visibles, et en fait la question était de poser aux Français qui étaient interrogés, est-ce que vous estimez que c'était une circonstance atténuante pour l'agresseur sexuel, le fait que la personne qui l'a agressé sexuellement ne portait pas de soutien-gorge? La moyenne nationale en France c'est 13%, c'est 13 points de trop. Oui. Et les musulmans étaient la catégorie la plus disproportionnée, 42% avaient répondu. Donc en fait, en réalité, pour faire simple, on a un spectre de lois dans l'islam sur la violence conjugale, l'interdiction de la liberté de conscience, toutes sortes de méfaits. Donc à l'arrivée, tu te dis, effectivement, toutes ces valeurs et ces lois sont contraires à la base des valeurs et lois occidentales, avec la liberté, l'égalité, la non-violence, et même si c'est des comportements qui parfois ne sont pas illégaux, par exemple un musulman qui va suivre le Coran et les hadiths, dans l'absolu, les salafistes, ceux qui suivent le plus l'islam, eh ben, ils vivent dans une société où par exemple les femmes n'ont pas le droit d'adresser la parole à des hommes étrangers à leur fratrie, qui sont ni leur père, ni leur frère, ni leur mari. Et si les musulmans occidentalisés majoritairement en France, ils disent il faut respecter ce genre d'idéologie, d'accord, mais si demain vous étiez le seul musulman comme vous, occidentalisé, et que vous étiez entouré de 100% de musulmans qui obéissent à la lettre à cette société, vous vivriez en Afghanistan, vous vivriez dans une société où il y a les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, personne ne se mélange. Or, je suis persuadé que la plupart des musulmans en France, ils apprécient des loisirs comme la musique qui ne sont pas interdits, enfin qui sont interdits justement dans l'islam, mais pas ici. Ils apprécient ne serait-ce que de regarder des films et des séries, les films et les séries où tu vois des protagonistes hommes et femmes qui se mélangent. Du coup, dans leur société islamique idéale fantasmée, c'est fini. Et voilà, ils ne pourraient pas. En tout cas, on peut faire... Voilà, je conclurai simplement mon propos en disant, on peut évidemment faire selon moi une espèce de tableau, tu sais, en abscisse ordonnée, de corrélation. Oui, plus un musulman, depuis l'enfance, applique à la lettre ce qu'Allah et le prophète Mohammed lui demandent dans le Coran et les hadiths, et plus effectivement il s'exclut lui-même de cette idée d'intégration de la société française en réalité. Et d'ailleurs, la plupart des musulmans qui sont loués ou vantés dans les médias, j'ai remarqué comme étant ah regardez, vous voyez, il y en a qui sont intégrés, regardez une bonne image des musulmans. En réalité, bizarrement, c'est des musulmans qui ont un point commun d'avoir une forme d'occidentalisation de la pensée, qui soit célébré en tant que acteur, réalisateur, chercheur, chef d'entreprise, ce que tu veux, mais jamais il te montre un taliban 2.0 qui obéit à la lettre à tous les Corans et les hadiths et qui vient à la télé. Et tu as des journalistes qui te disent, vous voyez, il donne une bonne image de l'islam. Non, bizarrement, s'il applique vraiment tout et s'il est vraiment ultra rigoriste et radical. Donc voilà, donc c'est intéressant de se dire que finalement, beaucoup de musulmans sont vantés, mais ils sont vantés plutôt pour des aspects de leur personnalité qui en réalité sont extérieurs à l'islam. Il y a plein effectivement de musulmans humanistes qui soit ne connaissent pas leur texte, soit ils s'arrangent. Ils n'appliquent pas. Voilà, ils n'appliquent pas, ils s'arrangent avec leur interprétation personnelle. D'ailleurs, rapidement, dernièrement, j'ai encore fait un débat avec un musulman qui se dit sunnite, et pourtant, pour lui, dans l'islam sunnite, on ne fera pas sa femme désobéissante. Alors que
C'est littéralement écrit le contraire dans son livre, quoi. Mais il s'arrange. Il est dans le déni, quoi. Oui, voilà, mais il s'arrange. Mais après qu'il soit dans le déni, moi, si tu veux, ça me dérange pas. Il partage les mêmes valeurs que moi, ça me va très bien. Mais je voudrais juste revenir sur une petite chose concernant ces sondages. Quand je parle des sondages, moi, je suis pas en train de dire que ça prouve que les musulmans sont homophobes ou anti-athées ou quoi que ce soit. Non, ça prouve... La question est juste de dire, excuse-moi, je pense que tu veux dire que si tu as des textes, par exemple, homophobes, violents envers les femmes, par exemple la 434, et que derrière tu as des sondages qui démontrent qu'il y a une disproportion anormale par rapport à la norme nationale de la caractéristique musulman à tolérer ou la violence envers des gens plus que la moyenne, et ben à un moment donné, tu te dis, il y a peut-être une influence culturelle qui peut jouer. Dans quelle proportion, on n'en sait rien, toi et moi. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Ce que montrent ces sondages, c'est que manifestement, il y a une influence religieuse négative. Si c'était de l'ordre de quelques pourcentages ou points, on se dirait peut-être c'est résiduel, mais à un moment donné, 42% par rapport à 13% de moyenne nationale, on est dans le triple en fait. Plus du triple. Triple, ça fait 39%. Ça y est. C'est effectivement. Et encore combien peut-être n'ont pas osé le dire aux sondeurs, tu vois, on peut même jouer à ça. Oui. Il se va dire, ouais, c'est quand même abusé de dire que je défends l'agresseur sexuel. Et 42% ont osé, putain la vache. Oui, c'est vrai que c'est énorme. Mais oui, voilà, c'est ce que je voulais rajouter, c'était pas de dire oui, les musulmans sont comme ci ou comme ça. Non, c'est juste que cette croyance, manifestement, en tout cas en France, engendre plus, concernant le sondage de l'homophobie, plus d'homophobie que les autres croyances ou les gens qui sont athées. Et pour finir, je voudrais rapidement revenir sur la mécréanophobie, comme tu l'appelles dans le Coran. Et encore, je suis gentil, j'aurais pu dire mécréanophobie. Oui, quand on sait que... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans qui seraient tentés de te dire, oui, mais c'est Allah, nous, on n'a pas le droit d'aller pragmatiser donc, les apostats ou les mécréants, nous, on leur fait pas de mal. J'entends souvent cet argument venant des musulmans, oui, mais c'est Allah qui le dit, nous, il nous dit de pas leur faire du mal. Okay. Ou le prophète Mohammed, en l'occurrence. Oui, voilà. Mais, ok, je veux bien le croire, mais si on remplace ça dans le monde réel, si on imagine un papa qui dit à son fils, depuis qu'il est né, tout le temps, mon fils, attention, les Chinois, c'est des gens impurs, c'est des gens sales, c'est des gens qui ne méritent pas de vivre, ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais attention, mon fils, c'est moi qui vais les torturer. Toi, tu ne fais rien. Mais rappelle-toi que ces gens-là sont impurs. Dans le pire des cas, dans un gamin qui grandit dans un environnement comme ça, dans le meilleur des cas, il va se méfier des Chinois, et dans le pire des cas, il va arriver à l'âge adulte, il risque de faire des dingueries. Oui, voilà. Il risque de faire des dingueries. Et c'est à peu près le même fonctionnement, finalement. Ils ont un papa dans le ciel qui leur dit attention, ces gens-là, vraiment, ils méritent pas de vivre, c'est des gens sales, impurs. De toute façon, pour conclure cette question, le prophète Mohammed est censé être un exemple comportemental pour les musulmans. Donc à partir du moment où le prophète Mohammed a dit qu'il fallait tuer les ex-musulmans, qui perdent la foi en l'islam, oui. Qu'ils le veuillent ou non, soit ils doivent accepter, soit rejeter ce comportement modèle, mais il n'y a pas d'entre-deux possible. Exactement. On va passer à la deuxième question, si tu le veux bien. Je t'en prie. En tant qu'ex-musulman, est-ce que tu penses qu'on quitte l'islam parce qu'on est plus intelligent que la moyenne, plus intelligent que la plupart des musulmans qui resteront dans l'islam toute leur vie, par exemple? Bon, faut être réaliste. Déjà, chaque ex-musulman a quitté l'islam pour différents facteurs, on va dire. Et ces différents facteurs, c'est en fonction des profils des gens, ça va être certaines raisons plutôt que d'autres. Toutes les histoires sont différentes. Mais je dirais qu'un ex-musulman, de mon expérience et de ce que j'entends, en général, il y a 3 types de raisons qui les font quitter l'islam. Il y a effectivement la réflexion intellectuelle vis-à-vis de la parole de ton Dieu et de ton prophète Mohammed, que tu pourrais remettre en cause et finalement quitter l'islam. Il y a aussi une remise en question culturelle de ta personne, de la culture communautaire dans laquelle tu es. Tu te remets en question et du coup, c'est une remise en question un peu morale souvent. Et enfin, comme 3e facteur, il y a la capacité à braver la peur, à braver le chantage, la peur de décevoir ta famille, de la diabolisation communautaire, la mort sociale et aussi de l'enfer. Je vais commencer par l'exemple le deuxième critère que j'ai cité, à savoir la remise en question culturelle, tu vois, de sa personne, de sa culture. Moi, par exemple, j'ai de la chance, je suis né, j'ai grandi en France.
notamment dans les années 90, tu vois, je l'ai dit souvent dans des interviews récentes, j'ai récemment raconté cet élément-là. Et en fait, dans la France des années 90 était exigeante envers son immigration. Elle exigeait d'elle l'assimilation. J'entendais vraiment ce discours dans la pensée dominante par comment ça s'appelle, les responsables associatifs, les partenaires associatifs qui étaient en contact des enfants, par les profs, par les discours des politiques à la télé. Et vraiment, j'y croyais en cet idéal, et c'est très bien. Du coup, ça m'a fait totalement adhérer à l'histoire de France, à la culture de France, que j'ai toujours aimé, la notion de liberté individuelle, d'égalité de tous devant la loi, de fraternité malgré la différence. Vraiment, c'était quelque chose auquel j'adhérais. Et en fait, ça fait que quand j'ai été envoyé à la mosquée dès l'âge de 8 ans, on pense que c'est tôt. C'est vrai que c'est tôt un peu pour un gamin de 8 ans, et encore, ça dépend où dans le monde. Mais en fait, 8 ans, c'était trop tard parce que j'étais déjà trop occidental dans ma tête, en fait. Oui. Un gamin de 8 ans. Et je me rappelle vraiment, franchement, avec les excellents profs que j'avais eus à l'école maternelle ou primaire, qui nous avaient vraiment aidé, les enfants issus de l'immigration, à bien s'intégrer, à bien maîtriser voilà, les savoirs. À travers ma carte de bibliothèque, c'était fou, à l'époque il n'y avait pas l'internet démocratisé, avec ma carte de bibliothèque qui me permettait d'emprunter, je ne sais plus, 5 ou 10 livres à la fois, mais je crois que c'était 5 en même temps. J'ai emprunté tout ce que je pouvais en termes de BD, de romans, de livres de sciences, j'adorais tout ça. Donc ça m'a ouvert les yeux sur le monde, ça a ouvert ma curiosité. Même d'ailleurs, je regardais beaucoup des documentaires à la télé ou des séries et des films, et j'y avais réfléchi d'ailleurs. Je regardais, avant de mettre un pied à la mosquée, j'adorais des reportages, donc c'est la réalité ou de la fiction, séries et films, et je m'identifiais beaucoup au protagoniste principal qui résolvait des enquêtes, dévoilait des mystères, déliait des situations compliquées, en étant celui qui est à contre-courant de la pensée dominante, en étant celui qui est curieux, qui est ouvert d'esprit, celui qui ose s'aventurer dans des trucs où on lui dit de pas aller, tu vois. Donc je me suis beaucoup identifié à ça. Et en fait, finalement, toute cette culture, toute cette ambiance culturelle fait que quand j'ai mis un pied à la mosquée, ça m'a que d'autant plus choqué et sauté aux yeux l'enseignement sectaire qui y était donné, et même, pas seulement sur le fond, mais même sur l'esthétique. Par exemple, moi j'étais un parfait enfant occidental, j'allais en vacances en Algérie 1 an sur 2, et par exemple ça me paraissait assez pittoresque, un peu farfelu, comment dire, par exemple des vêtements très traditionnels, un homme en djellaba, moi j'ai l'impression de voir un homme en robe avec des babouches, moi je trouvais j'étais un enfant, tu vois, je trouvais plus joli, plus séant, plus efficace, les baskets, etc. Et quand on te met une djellaba du jour au lendemain, tu vas à la mosquée, à l'école, tu sais, on était assis sur des tables et des chaises, t'as la prof, etc. La prof avec sa règle, elle pointe des trucs sur un tableau. Quand tu dois être assis par terre à la mosquée, tous déchaussés, en djellaba, on doit écouter le prof qui avait 2 bâtons pour nous menacer, un fin et un épais. J'ai déjà reçu des coups de bâton en plus, Mais non. je te promets. Ah, la fracture entre l'école et... Ouais, au bout de quelques mois, il a arrêté quand même. Je ne saurais pas dire pourquoi, je pense que des parents ont dû se plaindre. C'était un imam qui venait de l'étranger. Mais si tu veux, c'est le choc brutal quand tu arrives à la mosquée et que déjà esthétiquement, tu sais, que je te dis, on est tous... Ça me rappelait un peu les reportages sur les sectes, c'est horrible à dire, mais c'est vrai, tu vois. On est tous assis dans notre tenue façon devant Skippy, même si Skippy il avait un bâton pour se menacer, tu vois. Et voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que grâce à ma culture occidentale, pas forcément sur l'esthétique, mais d'abord sur le fond, effectivement, ça m'a sauté aux yeux. L'enseignement sectaire de l'imam, basé sur le Coran, lui fait que citer ce qu'il y a dans le Coran et les hadiths, mais en même temps, j'avais pas le choix, vraiment, j'étais plongé dans une obligation. Je veux dire, les enfants, ils obéissent à leurs parents, les parents, ils l'envoient à la mosquée, c'est comme ça, ta culture, c'est l'islam, t'as pas le choix, aussi, t'es menacé de l'enfer, donc t'étais obligé d'y adhérer, obligé d'apprendre. Mais à un moment donné, quand l'imam, il t'enseigne le total contraire de tout ce que t'as appris à l'école, il te dit, en gros, des trucs tout cons, il te dit, c'est écrit dans un livre, donc c'est vrai. Ils l'ont dit, donc c'est vrai. Pas de démonstration, pas de t'es obligé de croire par cœur. Bon, ok. Il te fait du chantage, puisqu'il te dit finalement, t'es obligé d'obéir à ce qu'Allah, aux ordres d'Allah et le prophète Mohammed, sinon tu vas en enfer. C'est une question, oui, c'est plus une question, enfin c'est pas, au final, c'est pas vraiment une question d'intelligence de ce que j'ai compris, c'est plus une question d'environnement. Pour l'instant, c'est le premier exemple que je voulais dire, mais il y a aussi la réflexion intellectuelle, mais je vais conclure simplement sur ce point, c'est pour te dire, en fait, le fait que j'ai été bien intégré à la France, bien intégré, j'aimais la société occidentale, etc., ça fait que j'avais un bagage de valeurs pour mettre en perspective la culture islamique
que j'ai commencé à recevoir de façon théologique à la mosquée, et ça m'a plus facilement sauté aux yeux, mon décalage moral, mon malaise moral avec l'enseignement de l'imam qui t'apprend le contenu des textes de ta religion, qui te disent les non-musulmans vont en enfer. Bah, moi j'avais des amis non-musulmans, je les aimais, je voulais pas qu'ils aillent en enfer. Qui t'apprend que les femmes sont inférieures aux hommes, qui t'apprend les châtiments corporels contre des gens qui exercent juste leur liberté individuelle. Donc ça a pu me sauter aux yeux. Et donc par comparaison, je te dirais que je pense qu'effectivement, un musulman qui est né en France, qui a été éduqué dans la haine des mécréants, la haine des Français, la haine de la France, peut-être pour des raisons historiques, pas forcément théologiques. Du coup, il n'a qu'une seule boussole morale et culturelle dans la tête, c'est l'islam, et il a moins cette capacité peut-être à se rendre compte que moralement, il y a un problème avec l'islam. Donc effectivement, c'est un des premiers critères. Maintenant, je vais mettre les pieds dans le plat. Oui, la réflexion intellectuelle, évidemment, est importante, parce qu'un musulman qui va devenir un ex-musulman, souvent, il a je ne vais même pas dire la capacité, mais la lucidité à regarder dans ces textes sacrés et à se dire ok, je suis obligé d'admettre qu'il y a des contradictions. Ok, je suis obligé d'admettre qu'il y a des absurdités scientifiques. Et même toi, comme Cassius, Jack, Bébert, Amir, Ali Babal, Aposta Kafir, vous avez l'habitude de cet exercice des lives. Il y a également aussi autre chose, pour moi, qui relève de l'intellect, c'est ce nombre de musulmans, quand je vous écoute, qui vous parlent, qui ont cette capacité de défendre leur religion juste en se basant sur des sophismes. Je n'ai jamais défendu de toute ma vie mes convictions, peu importe ce que c'est, à base de sophismes. C'est le genre d'individu, vous leur parlez du verset 34 de la sourate 4 qui autorise la violence conjugale et ils vous répondent « Ah ouais, tu crois qu'il y a des femmes qui ne sont pas battues, pas battues en France ?» Quel est le rapport? Quel est le rapport? En quoi le fait qu'il y ait des femmes battues en France? Oui, je sais, ça m'énerve aussi. Avec une loi ou compare un comportement avec un comportement. La loi française ne prétend pas qu'il y aura zéro violence conjugale en France. La loi française dit juste, une fois qu'il y a la violence conjugale, nous on considère que c'est un crime. Seulement en terre d'islam, une fois qu'il y a la violence conjugale du mari envers son épouse désobéissante, c'est légal. Donc effectivement, je te dirais que, oui, c'est important, les réflexions intellectuelles pour se rendre compte des contradictions, des absurdités, se rendre compte que si tu défends ta religion à base de sophisme, c'est qu'il y a un problème. Et même, je te donnerai un dernier petit exemple sur ce sujet de la réflexion intellectuelle. Moi, je me souviens vraiment que toute mon enfance, j'ai accumulé des doutes, des questionnements jusqu'à aboutir à mon apostasie vers l'âge de 18-19 ans. Et j'avais même la capacité à un moment donné, j'ai réfléchi sur deux choses qui m'ont aidé à quitter l'islam. Premièrement, en fait, j'ai déjà dit que pour réussir à quitter l'islam, il faut réussir à comprendre comment tu rentres dans l'islam. Et en fait, je me dis, quand je suis adolescent et que je me dis, tiens, 99% des musulmans autour de moi ont pour point en commun d'avoir des parents musulmans. Les convertis ne sont qu'une exception statistique. Et 99% des mécréants, entre guillemets, ont pour point en commun d'avoir des parents non musulmans. Donc je me dis qu'apparemment le hasard de la naissance et l'endoctrinement familial, ça joue beaucoup dans la capacité à croire ou à ne pas croire. Et donc peut-être que moi-même, je me faisais cet exercice de conscience, peut-être que moi-même, même si évidemment je me considère toujours comme musulman, je pourrais être quelqu'un d'obtus par éducation, et de la même manière, les autres le seraient avec leur propre religion. Donc tu vois, j'avais cette capacité de remise en question. Et également aussi, je m'étais déjà fait une réflexion dans les derniers instants de ma foi, vraiment juste avant d'aboutir au fait de quitter l'islam, je m'étais déjà fait cette réflexion de me dire, allez, admettons que l'islam soit faux, l'islam auquel je croyais alors, et admettons que ce soit une secte inventée par un gourou. Qu'est-ce qui aurait été différent dedans? Et bien je me suis dit, le discours n'aurait pas été différent. Un gourou de secte, si le prophète Mohammed avait été un gourou de secte, déjà il sait le Dieu qui légitime son pouvoir n'existe pas. Donc il va faire quoi? Il va pas te dire attention, Allah il va te foudroyer maintenant. Il va te dire non, après la mort. Tu sais, la mort c'est le moment où personne ne peut témoigner de ce qui s'y passe. Ce genre si c'était un gourou de secte, il aurait diabolisé les membres extérieurs à la secte. C'est exactement ce qui se passe dans l'islam. Si c'était un gourou de secte, il profiterait davantage de son rôle de prophète divin soi-disant. C'est ce qu'il a fait. En termes de femmes, de pouvoir politique, il était le chef politique démocratiquement pas élu à vie, ad vitam aeternam. En termes de moyens financiers également. Également, il veut combattre la divergence d'opinion. Donc tu vois, finalement, j'avais cette lucidité, et pour moi ça rentre dans la catégorie de la réflexion intellectuelle, de me dire, si je m'admets que si l'islam avait été une secte, le prophète Mohammed n'aurait pas parlé autrement, j'en ai déduit, voilà, ça m'a aidé. Tu vois, là on a un peu de divergence, parce que pour moi ça ne rentre pas dans le cadre de la réflexion intellectuelle, dans le cadre de l'intelligence, parce que déjà, le concept d'intelligence, c'est un concept vraiment qui est très flou, le test de QI, c'est vraiment très aléatoire. En tout cas, c'est pas vraiment reconnu officiellement comme quelque chose de fiable. Mais en tout cas, moi, quand je t'entends là, ce que tu me décris,
C'est plutôt que tu as eu de la chance de vivre dans une société où l'esprit critique a été là pour te le mettre dans la tête, pour te dire, bah voilà, et on réfléchit comme ça, attention, ton cerveau, il a des biais. Et bien justement, il y a les deux facteurs. Je t'ai dit à la fois, il y a la sensibilité morale aux idéaux intellectuels et valeurs morales de l'Occident qui permettent de t'émouvoir, de voir que c'est injuste la violence et c'est injuste les discriminations envers les femmes. Oui. Et à la fois, il y a aussi cet aspect réflexion intellectuelle, cet aspect curiosité intellectuelle qui fait que j'osais me poser des questions, tu vois. Donc je te dirais que c'est basé sur les deux et à la fois le troisième critère que je t'ai cité qui est braver la peur. Parce qu'il y a des musulmans, je pense, dont tu m'as parlé, qui sont dans le déni, ils vont faire semblant de ne pas voir les problèmes moraux et intellectuels alors qu'ils savent au fond d'eux qu'en réalité il y a ces problèmes-là. Et en réalité, ce qui les retient, c'est le troisième critère que je t'ai cité, à savoir la peur. La peur de l'enfer, la peur d'avoir toute ta communauté contre toi. La peur. Donc je te dirais que c'est un équilibre entre ces trois finalement. Un peu de remise en question culturelle et morale nécessaire, un peu d'aspect évidemment intellectuel. Je te dis, un abruti, on va partir du principe qu'il n'est pas dans le déni, qui croit vraiment, quand tu lui cites, tu lui dis, mais attends, ton prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans, et il te dit, ah ouais, tu crois qu'il n'y a pas des rois en Europe qui ont épousé des gamines? Et alors, tu te couches le soir, et tu es en mode, ah, c'est horrible quand même, mon prophète à 51 ans, il a épousé une fille de 6 ans, ah, mais heureusement que machin numéro, comment il s'appelle, Lothaire de Lotharingie, je vais donner un roi, je sais même pas s'il a épousé des gamines, heureusement qu'en l'an 634, il a épousé une gamine, ça me rassure, c'est la moralité de mon islam, mais quel rapport? Et voilà, donc je pense que c'est un savant équilibre des trois. Braver la peur, réflexion intellectuelle et puis... La peur, je suis complètement d'accord, Magid. Et effectivement, côté chance et environnement dans lequel tu évolues, je suis d'accord. Le côté intelligence, moi j'ai un peu de mal parce que j'ai été précis, j'ai pas dit capacité à voir les contradictions, mais ne serait-ce que lucidité déjà. Oui, mais j'ai un peu de mal dans le sens, même si tu parles de lucidité, j'ai un peu de mal dans ce sens-là parce que à titre personnel, je l'ai vécu pour des croyances complotistes à base de nouvel ordre mondial, on va tous mourir en 2012. J'étais vraiment à fond dedans, j'étais obtus de la même manière que certains musulmans que je rencontre aujourd'hui sont obtus quand tu leur montres des passages du Coran, soit qui sont problématiques, soit qui sont faux. Je pense même que la plupart qui sont obtus, en réalité, ils ont cette capacité intellectuelle à remettre en cause ça. C'est juste qu'il y a un blocage, je pense, sur du déni par rapport à la peur, par rapport à... Mais je suis persuadé que la plupart des humains sont quand même assez intelligents pour comprendre. Voilà, c'est pour ça que je viens là-dessus, c'est que à titre personnel, j'étais comme les musulmans, sauf que j'étais dans une autre croyance. Vraiment, j'étais obtus et j'avais raison, on allait tous mourir et tout ça. Et j'ai eu simplement, en fait, la chance de rencontrer des gens, mais complètement par hasard, qui m'ont planté des graines dans la tête, des graines de doute. C'est qu'en réalité, tu avais déjà cette capacité intellectuelle en toi, et c'est simplement le hasard de rencontres, de discussions, qui, de la même manière qu'il y a beaucoup de musulmans, par exemple, qui pendant longtemps n'aiment pas ce que je faisais dans les vidéos, des livres, et à force qu'ils regardent des vidéos, à force qu'ils lisent des livres, à l'arrivée, ils en déduisent qu'effectivement, l'islam était faux, ils quittent l'islam, et en réalité... a germé quelque chose en eux qu'ils avaient déjà et ils n'étaient pas stupides dans le passé. C'était une forme de déni basée souvent, je te dis, sur la peur. Et, voilà, et la peur aussi qui est très, très présente et souvent dans nos lives, notamment Cassius. Et l'endoctrinement culturel et l'endoctrinement éducatif aussi. Hein. Et exactement. Mais dans nos lives, on reçoit parfois des anciens musulmans qui, à la suite de nos vidéos, sont devenus apostats de l'islam. Et il y en a notamment un, moi, qui m'a marqué. Il a dit, la première nuit où j'ai apostasié, comme quoi la peur de l'enfer, elle est vraiment présente, j'ai pas dormi, je faisais des cauchemars. Je me suis dit, mais je vais aller en enfer, je vais brûler. Et pourtant, il venait d'apostasier. Mais il y avait toujours cette peur de l'enfer qui était très présente. C'était tellement implanté dans sa tête. Oui, c'est ça. Mais et là aussi où je me dis que il n'y a pas aussi cette notion d'intelligence, c'est que je vois aussi autour de moi... J'ai juste rebondi sur ton terme intelligent, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est quand même obligé de le dire malgré tout. Un des critères qui permet de quitter sa religion, en tout cas la religion islamique, c'est de devoir admettre qu'il y a des absurdités scientifiques ou des contradictions dans tes textes. Et je suis obligé de citer ça sous la forme de réflexion intellectuelle, que tu le veuilles ou non, tu vois. Oui, exactement. Donc, mais je citerai juste un musulman influenceur qui est assez connu, notamment sur TikTok, qui s'appelle Ben le Patriote. Ce gars-là, il est musulman, certainement par héritage, mais il est presque, j'irais même jusqu'à dire certainement plus intelligent que moi. Il a les mêmes valeurs que moi, il a des réflexions qui sont pas bêtes du tout, que j'aurais même pas eu. Après, je connais pas tout de lui, mais vu qu'il parle pas trop des textes, pour moi, c'est si un jour tu parles avec lui des textes, pour clôturer cette question, si un jour tu parles avec lui des textes, là, tu pourras vraiment
expérimenter le sujet de la question qu'on parle. Est-ce Oui, qu'il a la oui, c'est lucidité vrai. de voir éventuellement des problèmes ou pas? Tant que ça reste sur d'autres sujets, et c'est très bien si c'est un patriote et qui donne une bonne image de la France et qui défend de la France, tant mieux. Oui. Voilà, mais sache que c'est le jour où tu parleras avec lui du fond de ses textes, là tu pourras Ouais, savoir vraiment. j'essaierai de faire un petit live avec lui. Pourquoi pas. En tout cas, c'est parfait pour la transition parce que c'est vrai qu'en France et à différents endroits partout dans le monde, on a de plus en plus d'imams réformistes, libéraux. Est-ce que, selon toi, l'islam peut se moderniser? Non, et tu le sais très bien comme moi, si on part du principe, Non, je suis pas d'accord. que celui qui est à même de définir ce que l'islam est ou n'est pas, c'est Allah et secondairement son prophète Mohammed. Je suis désolé, mais les musulmans, même si dans le monde majoritairement ils disent qu'ils veulent interdire quelque chose qu'Allah a autorisé ou inversement autoriser quelque chose qu'Allah a interdit, c'est pas démocratique en fait l'islam, c'est Allah dans le Coran, c'est le paradigme islamique, j'y peux rien. L'islam, le paradigme de l'islam, c'est que le Coran de la première à la dernière phrase, c'est un Dieu parfait qui ni ne ment ni ne se trompe, qui parle dedans et qui propose une parole valable en tout temps et en tout lieu. Donc la criminalisation de la liberté de conscience, tu ne pourras jamais la remettre en question. Et si jamais des musulmans veulent réformer l'islam d'un point de vue philosophique, ça veut dire que des humains, par définition faillibles et faibles, vont mieux savoir ce qui est bon pour la société en termes de loi que Allah, qui est censé être le meilleur des juges, sourate 7, verset 87, qui propose un Coran dont les versets sont parfaits, sourate 11, verset 1. Donc, tu vois, c'est un peu abscon présenté comme ça. Est-ce que des humains faillibles vont mieux juger de la situation que le meilleur des juges? Donc là, c'est un aspect théorique, je te dis. Oui. Maintenant, un peu plus pragmatiquement, oui, ne serait-ce que des pays islamiques infléchissent de plus en plus leur capacité à pratiquer les châtiments corporels islamiques, qui s'éloignent de plus en plus des lois islamiques, qui s'occidentalisent de plus en plus comme les musulmans. Oui, ça démontre malgré tout que l'islam est en perte de vitesse, qu'il y a de moins en moins de musulmans dans le monde qui ont envie d'appliquer à la lettre le contenu de leur texte. Donc d'un point de vue un peu pragmatique, un petit peu, mais je suis désolé, sur le plan purement strict et logique, la logique dans l'islam, c'est si un musulman commence à dire ce verset, Allah a tort de dire ça et il a pas à le proposer et il faut faire le total contraire, c'est un non-sens. Tu es quand même d'accord avec Oui, moi? mais c'est pas notre problème entre guillemets, et c'est pas grave en fait. Moi, ça me dérange pas. Et c'est pareil pour c'est pareil pour la Bible. Je vois le catholicisme Oui, mais dans la Bible. c'est pas le même paradigme parce que la Bible ne dit pas que de la première à la dernière phrase. Oui, mais c'est un peu le même fonctionnement. Tu vas comprendre. C'est-à-dire que il y a 200 ans, t'avais personne qui disait non non, les homosexuels tout va bien, ils sont avec nous, il y a pas de problème. Il y a 200 ans, les croyants qui croyaient en ce livre, la Bible. Ils vivent des atrocités aux homosexuels. Aujourd'hui, on a un pape qui vient nous dire vous inquiétez pas, les homosexuels, tout va bien, c'est pas grave, vous êtes avec nous, alors que c'est écrit l'inverse dans ce type de livre. Et ça, c'est eux et leur conscience, c'est eux et leur logique. Je te répondrai autrement. Si au cours du XXIe siècle, on a la dangerosité des lois islamiques qui commencent à déserter la planète et sont plus du tout pratiquées par des pouvoirs politiques, oui, c'est bien, c'est meilleur pour le monde et il y a forcément c'est signe d'une phase de transition. Évidemment, on ne va pas claquer des doigts du jour au lendemain, l'islam va disparaître de la planète. Et encore que les gens croient en ce qu'ils veulent, on s'en fiche complètement, toi comme moi, on respecte la liberté des gens à croire en ce qu'ils veulent. Mais je te dirais aussi à la fois, méfiance sur une petite chose quand même, c'est que tu as beaucoup d'islamistes, notamment dans nos sociétés occidentales libérales, qui ont besoin, pour arriver au pouvoir, de présenter cette façade présentable d'un islam réformé qui en réalité les sert eux. Ils font semblant de montrer une façade avenante pour que nos peuples se méfient moins. Et tu vois ce que je veux dire? Donc attention aussi que cet islam réformé ne devienne pas un cheval de Troie, un cheval de Poitiers, comme je dis en plaisantant des fois, qui va aider les islamistes. C'est juste une petite nuance que j'apporte. Et moi aussi, je pense que la plupart des apostats, je le dis par expérience, moi j'ai tellement de témoignages de gens qui ont apostasié grâce à mon travail, mes vidéos, mes livres, et à un moment donné en fait c'est le fait de leur dire directement ce qu'il y a dans leur texte et d'avoir une analyse un peu binaire du fait de soit tu prends tes textes soit tu les prends pas, mais t'arrêtes d'être timoré et de faire de la demi-mesure. C'est aussi ça qu'aide les gens
à avoir la lucidité de voir ce qu'il y a dans leur texte et éventuellement apostasier. C'est pas une espèce d'islam réformé à base de alors demain c'est 4,34 égale tu secoues un mouchoir sur l'épaule. Demain Aïcha c'est un adulte qui s'identifie à une petite fille de 6 ans et la petite fille de 6 ans qui s'identifie à un adulte de 51 ans. On peut pas aller dans des délires infinis, tu vois, de métaphorisation de tous les textes islamiques pour réussir à... Je pense que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est déjà en train de se passer dans une certaine mesure. Par exemple, il n'y a plus personne dans les catholiques aujourd'hui qui dit oui, le serpent, Adam et Ève, enfin très peu de gens pensent que ce que dit la Bible concernant l'apparition de l'être humain sur Terre, il y a de moins en moins de gens qui croient que l'être humain est apparu. Tu sais que c'est pas le même paradigme quand même. Et pour moi, c'est ça qui change tout et qui fait aussi la dangerosité et l'urgence du sujet islamique actuellement. Tu sais très bien que la croyance en le fait que ce qui est dit dans le Coran, c'est là. D'ailleurs, même des fois, moi, je vous entends discuter avec des musulmans, toi, Cassius, d'autres gens dans des lives, et je suis persuadé que la plupart des musulmans à qui vous parlez et qui vous disent, pour la plupart même occidentalisés, non, ça ne me choque pas tel passage du Coran qui est censé être choquant. En fait, en réalité, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de dire ce qu'Allah a dit est choquant, ce qu'Allah a dit est faux. Oui, et donc, comment savoir s'ils le pensent vraiment ou pas? Tu vois, ils sont un peu contraints et forcés. Et en fait, on est obligé quelque part... tu vois, on est obligé d'être dans le concret, dans le factuel. Et je pense sincèrement que pour philosophiquement et intellectuellement dénoncer l'idéologie islamique, lutter contre ses dérives et ses dangers, on est quand même obligé de... Voilà. En tout cas, pour terminer là-dessus, je voulais juste rajouter un petit truc. C'est pas, on en parle là de l'islam réformiste, mais surtout, c'est pas notre boulot. Nous, on fait pas ça. Là, s'il y a des musulmans qui nous écoutent, si vous avez une vision humaniste de votre religion, eh ben, faites comme nous, vous êtes dans notre équipe, entre guillemets, faites des lives, allez débattre avec des musulmans sunnites qui acceptent toutes les atrocités de leur texte. On remplit un vide dans l'agora politique et intellectuelle. La critique de l'islam est quand même assez rare, peu de gens la font, et nous on propose cette critique avec des réflexions intellectuelles, avec des analyses de texte, avec parfois même de l'humour, peu importe. Et en fait, c'est très bien. Moi, je pense, moi, quand j'étais musulman dans mon enfance, mon adolescence, j'aimais bien entendre des critiques parfois de ma religion par des gens extérieurs, parce que ça me permettait de comprendre le regard des gens extérieurs sur ma foi d'alors. Et je trouve même que c'est intéressant dans la vie en général, toi comme moi, je pense que pour conclure sur cette question, on sera d'accord. On aime bien être challengé des fois sur nos idées parce que ça nous permet d'en améliorer la défense argumentaire quand on a entendu une critique sur nos idées. Ça permet de nous ouvrir l'esprit sur une autre façon de voir nos idées. Et moi, je sais pas, si tu es un musulman et que tu t'inquiètes d'entendre une critique de ta religion, je pense que ça en dit beaucoup sur quelque part un peu une fragilité de ta foi ou une peur voilà, si tu es si sûr de ta foi, tu ne devrais pas avoir peur que les gens qui la critiquent puissent s'exprimer. Exactement, mais en tout cas pour terminer là-dessus, de toute façon, depuis que l'homme a inventé des religions, des dieux, les religions n'ont cessé soit de se moderniser, soit de s'adapter, soit de disparaître. Et voilà, c'est ce qui va se passer avec l'islam. Il n'y a aucune raison que ce soit différent. On le voit rapidement avec le nombre de pays musulmans qu'il y a dans le monde. Il n'y a plus aucun, peut-être excepté l'Afghanistan, il n'y a plus aucun pays musulman qui applique à la lettre les préceptes parfaits, il paraît, les préceptes parfaits de la loi d'Allah. Il y en a, mais ça peut être, des pays rétrogrades sur beaucoup de lois, tu vois, Arabie Saoudite, Yémen, etc. Mais effectivement, l'infléchissement est plutôt réel par la pression internationale, par même l'ironie du tourisme et de l'économie qui force des pays comme l'Arabie Saoudite à se réformer pour vivre économiquement. Je vais donc, du coup, on va passer à la question suivante. Quelle est ton analyse sur l'évolution de l'islam dans la société française ces dernières décennies? Tu vois des différences entre la situation qu'il y avait dans la France de ton enfance et la situation actuelle aujourd'hui en 2025? Oui, il y a des différences entre l'islam que j'ai connu dans mon enfance, notamment dans les années 90 en France, et l'islam d'aujourd'hui, de la même façon qu'il y a des différences entre la société française de l'époque et la société française d'aujourd'hui. Alors d'abord, la première différence, j'ai l'impression que dans les années 90 en France, il y avait peut-être dans mon quartier où j'ai grandi, je sais pas, un prosélytisme islamique un peu plus agressif d'un point de vue social. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'établir
Euh, Non, pas du tout, non. Jamais à t'établir avec comment ça s'appelle, le khurouj. Je vais t'expliquer ce que Ouais, c'est. ouais, Tu vas vas-y. comprendre très simplement. En gros, dans ma ville, par exemple, il y avait et dans la plupart des villes en France islamiques ou quartiers islamiques, il y avait des groupes. C'était une mouvance d'islamistes qui était très active dans les années 90 en France. Et après, ils ont un peu disparu. En fait, c'était des groupes d'hommes à plusieurs, avec barbe et djellaba, qui quadrillaient un peu la ville, c'est surréaliste, hein, Mais et qui, attends. par exemple, allaient repérer dans toutes les boîtes à lettres des immeubles où il y avait des prénoms, des noms de famille maghrébins ou arabes, ils tapaient aux portes des familles pour demander à parler au père. Et en plus, c'est vraiment une forme d'ingénierie sociale. Ils font toujours ça à plusieurs, ils sont 3 ou 4 hommes. Donc déjà, ça met une forme de pression. Quand ils tapent à la porte et qu'ils tombent sur le père de famille, ils sont 3 contre 1, tu vois. Et ils vérifient si la personne pratique l'islam, il l'invite à aller à la mosquée, ou alors lui reproche peut-être de ne pas aller suffisamment à la mosquée, on ne te voit pas suffisamment. Il demande s'il a des fils, Mais des t'as des enfants. sources de ça ou c'est toi qui l'as vécu dans ton Non, non, mais enfance? c'est sourcé et renseigné, c'est sûr et certain. Ah ouais? C'était dans les années 90 en France, ce mouvement est connu, effectivement. Et moi, je te raconte un truc vu et vécu. Et donc, taper à la porte, mais c'est un truc qui est très peu su, même encore par des gens du, ça a été un peu Ouais. oublié, tu vois. Mais ce mouvement a quand même sévi quelques années. Et voilà, il tapait aux portes, quand il tombait sur la mère, il demandait à parler au père. Il disait, est-ce que tu as des enfants? Il faut les envoyer à la mosquée, etc. Même nous, les enfants adolescents, on pouvait les croiser dans la rue. Quand on allait, je sais pas, à la piscine, à la bibliothèque, avec le ballon sous le bras pour aller. Ils nous questionnaient, genre, est-ce que ta famille à la maison, ils mangent halal? Est-ce qu'ils font là? Est-ce que tu vois tes parents faire la prière? Est-ce que toi, tu vas à la mosquée, etc. Donc, il y a vraiment. C'était comme des témoins de Jéhovah, mais en version plus agressif et plus intrusif. Et je sais pas ce qui s'est passé, et je veux pas dire de bêtises. J'ai l'impression qu'ils ont un peu disparu au bout de quelques années, ou un peu. Ils sont un peu effacés. Et que le mouvement salafiste a peut-être pris la place parce que le mouvement salafiste avait une forme d'approche plus intellectuelle et sociale et moins une approche police de la charia qu'avait ce mouvement. Peut-être, je vais dire une bêtise, hein, peut-être aussi que les renseignements généraux ont commencé à les surveiller. Ouais, Peut-être que du coup, voilà, et du coup, possible. effectivement, voilà, c'est un premier souvenir que j'ai Mm. d'une différence, je pense, entre l'islam que j'avais vécu à l'époque et puis l'islam d'aujourd'hui. Un deuxième souvenir aussi, et pour moi c'est le principal vraiment, et je le raconte à chaque fois, Ouais. régulièrement, en interview, en vidéo. Les musulmans de l'époque, dans les années 90, c'était une autre époque, il n'y avait pas de politiquement correct. C'était une époque vraiment, franchement, la société a évolué, même philosophiquement. C'était l'époque de la claque dans la gueule par le prof, par les parents aux gamins. C'était l'époque de le crime, la notion de crime passionnel, une notion horrible dans la justice, quand un mec tue sa femme qui l'a trompé pour atténuer la peine. C'était une époque avec d'autres mœurs. Et en fait, à cette époque-là où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où tout était un peu plus Mm. confidentiel, les musulmans autour, adultes, plus facilement, ils assumaient le contenu de leur texte. Ils disaient explicitement, par exemple, tu leur demandais, ils te disaient explicitement, oui, les non-musulmans vont en enfer, c'est écrit dans le Coran. Alors qu'aujourd'hui, et toi tu le sais très bien, la Oui. plupart des musulmans à qui vous parlez, même les imams français, tu leur poses cette question simplement, alors que c'est le dogme le plus cité dans le Coran, il est cité en centaines d'occurrences, tu leur demandes, est-il vrai que d'après le Coran, d'après Allah dans le Coran, ceux qui ne croient ni en le Coran, ni Allah, ni en le prophète Mohammed, ils vont en enfer pour être torturés pour l'éternité? Ils sont incapables de répondre juste oui simplement, ils bégayent, etc. Et dans les années 80, Dans les 90, années 90, plus facilement ils assumaient cet aspect-là, ils assumaient le contenu de la 434, ils assumaient d'autres aspects, les châtiments corporels. Aujourd'hui, ils assument moins, donc je pense que les musulmans d'aujourd'hui, on est dans une phase un peu évolutive, en général, même souvent des musulmans, parce qu'ils sont assez, même des musulmans très pratiquants en général, ils ont un peu plus conscience du fait à notre époque que le contenu de leurs textes sacrés et les lois de leurs textes sacrés sont honteux socialement, sont moralement problématiques. Aujourd'hui, voilà, je sens vraiment cette différence. Oui, parce que la morale a évolué et effectivement, par exemple, dans les années 80, on a encore des reportages en France sur la chaîne INA où on voit des Français en train de répondre à une question, où est-ce que vous frappez votre femme? Et ça répond, oui, ça m'arrive, il n'y a pas de souci. Donc bah, finalement, à cette époque-là, bon, les textes de l'islam sunnite, par exemple, qui dit frapper sa femme désobéissante, elle n'était pas en total désaccord avec les mœurs françaises de cette époque. Et c'est pour ça que dans cette ambiance culturelle, mon premier Coran que j'avais dans les mains, 434, il y avait une annotation en dessous, et il y avait écrit « frapper mais pas violemment ». Ça a l'air de rien, mais quand même malgré tout,
il t'admettait le fait de frapper Ouais, physiquement, même si c'était sans doute une France en transition. C'était le frapper, mais pas trop fort. Mais tu vois, rien que cette phrase, dans le premier Coran que j'ai eu entre les mains, ça prouve quand même que frapper voulait dire physiquement. Et il y a un troisième critère aussi qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est que la France a évolué, puisqu'en fait, dans la France des années 90, comme je t'ai dit, c'était une France plus fière de sa culture nationale, qui demandait à l'immigration de s'intégrer à un modèle culturel, pas imposé, mais au moins qui rayonne, qui doit être dominant, etc. C'était même dans le discours des politiques, même de droite comme de gauche. Et on est passé à une France d'aujourd'hui qui a honte de son histoire, de sa culture, qui ne veut plus imposer au nom du respect d'un égalitarisme culturel de culture aux entrants qui ont une culture exotique. Et je pense que dans cette France qui est un peu plus dans ce paradigme politique, et aussi parce que les musulmans en proportion se sont réislamisés, ont augmenté en nombre et sont un poids plus important d'un point de vue électoral et social, les mouvements islamistes, ils peuvent plus facilement ici être revendicatifs. Moi, je me rappelle vraiment d'une époque dans les années 90 où beaucoup de musulmans étaient en mode non, on fait pas telle pratique, on dit pas telle chose devant les Français. Il y avait un peu cette idée pour beaucoup de on est chez eux, on est accueillis chez eux pour beaucoup de musulmans, et donc ne pas trop revendiquer, avoir une forme de discrétion. Ouais. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de mouvements islamistes, à travers un discours associatif, politique, théologique, sont en mode non, il faut revendiquer dans plein d'institutions de la société, c'est-à-dire les clubs de sport, là où avant ces revendications au voile ou à autre chose n'existaient pas trop dans les années 90, l'école évidemment, le monde de l'entreprise, l'espace public. Voilà, donc tu vois, effectivement, il y a ceci. Donc je dirais qu'il y a ces trois aspects, effectivement. Un prosélytisme un peu plus agressif, davantage assumer le contenu des textes islamiques, parce qu'encore une fois, c'était le contexte socio-intellectuel de l'agora de l'époque. Et à la fois aussi, les musulmans se sentaient une forme de plus de discrétion. Il y avait juste un élément sur lequel je voudrais rebondir, parce que c'est toi, dans une de tes vidéos, il y a longtemps, et ça m'avait choqué qu'il l'avait dit, de mémoire. Ah bon ? Et c'était une augmentation du nombre de mosquées entre les années 60-70 et les années 2010. Ah, donc c'est ça qui t'a choqué, c'est pas le fait que j'ai pointé du doigt ça. Ouais, non. J'ai peur de t'avoir choqué. Non, il faut être réaliste. Il y a un siècle, il y avait la mosquée de Paris qui était symbolique, tu l'enlèves, mais en gros, il y avait zéro mosquée sur le territoire métropolitain, et on est passé à plusieurs milliers. Et aussi, une des erreurs de la France, c'est d'y avoir fait officier, dans beaucoup de ces mosquées, des imams de l'étranger avec leurs mœurs de l'étranger. Donc tu repenses à mon imam avec les coups de bâton, c'était comme ça peut-être dans son pays d'origine, mais tu vois, et donc effectivement, il y a eu une réislamisation. Voilà, moi je me rappelle dans mon enfance, même dans les années 90, il y avait beaucoup de musulmans qui se disaient musulmans mais non pratiquants. Ce truc a totalement disparu aujourd'hui, tu vois. Ça existait à l'époque. C'est devenu vintage. Oui, beaucoup de musulmans disaient je suis musulman mais non pratiquant. En gros, ils viennent de familles musulmanes mais ils s'en fichent, ils mangent du porc, ils pratiquent comme pas la majorité des cathos. Aujourd'hui, plus aucun musulman ne peut dire ça. Enfin, vraiment, ce serait. Moi, en fait, si tu veux, le problème, c'est pas tant peut-être qu'on va pas être d'accord, hein. C'est pas tant le nombre de mosquées qui a augmenté, mais c'est la pratique et le nombre de pratiquants qui vont dans ces mosquées qui ne cessent d'augmenter. Et leur radicalité aussi qui se voit dans les sondages, comme on l'a dit toi et moi de plus en plus. Le pire, c'est que récemment encore, j'ai vu un musulman de gauche nommé Wissam, moi je le nomme, voilà. Il a tweeté, il a dit oui, le nombre de mosquées en France a triplé ou quadruplé depuis tant d'années. Mais en plus, maintenant, on doit faire 2 prières tellement qu'il y a du monde dans les mosquées. Et il était content de ça. Et c'est censé être un mec de gauche, Wissam. Alors oui, il est musulman. C'est censé être un mec, du coup, qui lutte contre le fait que les citoyens aient une forte religiosité. Je veux dire, plus un peuple a tendance à être religieux, plus on va vers une catastrophe au niveau des droits de l'homme, au niveau du droit des femmes, même au niveau des sciences. Et ça m'a étonné de voir que Wissam constate ça aussi comme moi. Je ne sais pas s'il se prétend musulman. Il se prétend musulman. Si, oui, il se prétend musulman. Déjà, il va pas dire le contraire. Il va pas dire que ça l'inquiète. Tu vois, Oui, mais de là à se pavaner avec ça sur les réseaux, dire regardez, non seulement il y a de plus en plus de mosquées, mais en plus il y a de plus en plus de fidèles. Mais
Gars, pourquoi être fier de ça? Je vais pas me faire l'avocat du diable, mais je te dirais, s'il est musulman, je sais pas, mais du coup, il se contente de vanter l'islam. Enfin, je comprends pas que ça Ouais, mais t'étonne. moi ça m'étonne parce que ce mec est censé être de gauche et la gauche, normalement, elle est anticléricale et elle sait que la religion c'est l'opium du peuple et que ça génère des reculs du droit des femmes. Il y a 100 ans, la gauche disait que la religion était l'opium du peuple, et 100 ans plus tard, la gauche a dit l'islam, enfin la religion c'est la chicha du peuple. Voilà, qu'est-ce que... Oui, enfin, et c'est vrai que du coup, je suis un peu, j'ai vu ça il y a quelques jours, je me suis dit, mais non, enfin, Wissam, j'ai plein de choses à lui reprocher, mais vraiment de dire, ouais, je suis fier de ça. Non, il n'y a pas de quoi être fier de savoir qu'il y a de plus en plus un niveau de religiosité en France qui De son augmente. point de vue à lui, s'il est censé être musulman, de son Ouais, point de vue à lui... peut-être. Écoute, enfin, c'est un vaste débat. En tout cas, on va passer à la question suivante si tu le veux bien. T'inquiète. Alors, on va parler d'un sujet un peu touchy, le port du voile. Est-ce que tu dirais que le voile islamique, c'est un objet de propagande et est-ce que on l'interdit ou pas dans l'espace public? Le voile, c'est un objet de ségrégation religieuse et sexuelle pour moi, mais la question de son interdiction dans l'espace public, t'as dit, c'est un sujet compliqué pour plusieurs raisons. Premièrement, moi, je sors d'une religion vis-à-vis de laquelle j'ai des choses à lui reprocher. Et donc, je ne peux pas ensuite me comporter comme ce que cette religion fait. Et donc, si j'ai quitté l'islam en reprochant à l'islam de m'enlever mes libertés individuelles, je trouve que c'est philosophiquement compliqué derrière de dire aux musulmanes adultes, j'insiste bien sur les musulmanes adultes, que je voudrais que l'État français leur dise comment s'habiller, ce qu'elles doivent mettre ou ne pas mettre sur leur tête, bonnet ok, casquette ok, voile pas ok, arbitrairement, ou que l'État français sait mieux ce qui est bon pour elles si elles disent, elles le prétendent, qu'elles estiment être libres de le porter, et que l'État français va dire non, on sait que t'es forcé, tu vois, alors que chacun sait quand même mieux pour lui-même. Donc déjà c'est compliqué philosophiquement juste sur ce point de vue-là. Ensuite je te dirais, oui, on vit dans une démocratie, on ne vit pas dans une dictature. Dans une dictature, le dictateur, il peut imposer une loi, il n'a même pas à justifier. T'as Kim Jong-un en Corée du Nord qui dit « J'impose des coupes de cheveux aux hommes », je suis même pas sûr qu'il ait donné une justification. Ça se trouve, il a donné une justification arbitraire du genre « Je trouve que c'est du bon goût d'interdire tel type de coupe et d'obliger à tel type de coupe ». Et ça s'arrête là. Mais vu qu'on vit dans une démocratie, le principe de la démocratie, aujourd'hui, c'est que si tu veux donner un interdit, il faut lui adjoindre une légitimité intellectuelle, un minimum à cet interdit. Donc moi, j'entends bien qu'on peut interdire aux filles, aux adolescentes qui ne sont pas adultes, le voile dans l'espace public en arguant qu'on les protège de l'endoctrinement qui leur apprendrait, si elles devaient systématiser le fait de cacher leurs cheveux dans l'espace public, on leur apprendrait à culpabiliser d'avoir une chevelure ou d'être une femme dans l'espace public, à culpabiliser d'être une femme et du regard des hommes dans l'espace public. Ça peut les protéger, c'est une chose. Par contre, c'est plus complexe de devoir, comment dire, à des femmes adultes qui sont censées être autonomes d'esprit, c'est complexe d'un point de vue de la légitimité intellectuelle de dire qu'on sait mieux qu'elles-mêmes ce qui est bon pour elles en termes de coiffure dans l'espace public, j'entends bien, en sachant que, par exemple, je peux dire que l'interdiction à une femme adulte de porter le voile, si elle est une prof dans une école laïque, c'est une chose, pour ne pas influencer les élèves en faisant la promotion indirecte de sa croyance, ou une femme musulmane juge qui porterait un voile alors qu'elle est censée rendre une justice neutre idéologiquement, ça c'est une chose. Par contre, si une femme musulmane dans la rue porte le voile, et d'ailleurs pourquoi on déduirait que c'est une musulmane? C'est une arabe pas musulmane, elle te dit qu'elle a envie de porter le voile parce qu'elle trouve ça joli. Si il y a une décision unanime à 100% de devoir régenter ce que les femmes portent ou ne portent pas dans la rue, c'est compliqué. Et enfin, troisièmement, c'est facilement contournable l'interdiction du port du voile dans l'espace public, parce que si demain toutes les musulmanes de France s'entendent pour porter un bonnet en tissu et une écharpe en tissu, et elles font même exprès que les deux soient de la même couleur, comme ça tu ne vois pas une discontinuité entre les deux. Ça remplit la fonction du hijab, tu vois, ça ne laisse que l'ovale du visage.
Est-ce que la France, pour s'adapter, se dit « Merde, putain, on n'avait pas pensé à ça, le bonnet, l'écharpe en soie. Bon, ben, on va interdire les bonnets, les écharpes. » D'accord. Et les femmes non musulmanes, l'hiver, qui ont envie de mettre un bonnet et une écharpe parce qu'elles ont froid. Et en fait, on va courir sans cesse après des gens qui vont sans cesse contourner, parce que les interdits aussi, ça se contourne, tu vois. Et voilà, donc c'est compliqué pour cette. C'est un peu ce que je me dis. Moi, je suis pour que les femmes puissent porter le voile ou ce qu'elles veulent. Femmes adultes, il y a aucun problème. Et surtout, je me dis que si on interdit le port du voile à des femmes adultes, ça risque. Enfin, la probabilité pour que ces gens-là, ces femmes et ces musulmans qui voient ça, qui voient que l'État français interdit à leurs sœurs de porter le voile dans l'espace public, ils risquent de s'enfermer encore plus dans une vision rigoriste de leur religion. Tu leur enlèves le voile sur les cheveux, mais tu leur enlèves pas le voile mental, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, laissez les femmes tranquilles, laissez-les s'habiller comme elles veulent. Et surtout, si on en vient à interdire le voile, j'ai l'impression que démocratiquement, on vaudra pas mieux que l'Iran, quoi. Enfin, mais à l'envers. L'Iran rend obligatoire le voile pour les femmes. Et nous, on aura l'air de talibans occidentaux qui veulent expliquer aux femmes ce qu'elles ne doivent pas porter ou ce qu'elles doivent porter. Voilà. Et surtout, du coup, il y a ces deux concepts, je te dis, qui s'opposent. C'est-à-dire, pourquoi pas, pour protéger les femmes, interdire le voile dans l'espace public, mais ça, effectivement, se heurte à cette autre liberté individuelle qu'on a dans le monde occidental, qui est que les femmes adultes ont le droit de porter ce qu'elles veulent et de donner la signification qu'elles veulent à un vêtement. Et par contre, c'est facilement contournable, comme par exemple, t'as des gens qui disent non, ça ne concernera pas les nonnes, les bonnes sœurs, parce qu'elles sont des religieuses. Oui. Et ben demain, les musulmans, ils font une espèce de conspiration, ils disent écoutez, on a retrouvé un vieux parchemin, apparemment, 89% des musulmans de la planète peuvent être l'équivalent des nonnes. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, c'est facilement contournable. Oui, après, c'est le serpent qui se mord la queue, ça va nulle part. Donc, moi, je suis plutôt entre guillemets un gauchiste, en tout cas concernant le voile. Et surtout, et j'ai l'impression que tu l'abordes pas assez, mais ok, si quelqu'un, une femme voilée, veut se présenter à une émission de télé et qu'elle se ramène en public avec son voile, et ça on le fait pas assez, ok, tu veux ramener ton islam à toi, ton voile sur la place publique, très bien, on va parler de tes textes, on va parler de pourquoi ce voile-là a été révélé. Et je ne sais pas si tu connais le caca de Saouda, voilà. Et là, je pense que laisser les femmes faire ce qu'elles veulent, s'habiller comme elles veulent, d'un côté, et surtout critiquer et mettre en lumière pourquoi le voile a été imposé. C'est le meilleur moyen, en fait, cette approche, pour au moins leur faire comprendre l'origine du voile et le sens du voile. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi pas. Oui, et donc pour ceux qui une lutte intellectuelle, en tout cas, on sera d'accord là-dessus, et pas retirer le tissu aux femmes adultes dans l'espace public en leur donnant la victimisation que les islamistes attendraient qu'ils aient. Et sans doute même ça pourrait créer des méfaits du genre plus de femmes vont rester enfermées à la maison parce que leur mari va dire dorénavant on est une société où vous ne pouvez pas sortir facilement. Non, oui, exactement. On a terminé là-dessus si tu veux. Vas-y, on passe à la question suivante. Juste rapidement, avant de passer à la question suivante, pour ceux qui ne connaissent pas le caca de Saouda, rapidement, c'est la raison de la révélation du voile, c'est un ami du prophète, je schématise, c'est un ami du prophète qui voulait que les femmes soient voilées, et il a été embêté une femme qui s'appelle Saouda pendant qu'elle faisait ses besoins, et il lui a dit « Oh Saouda, je t'ai reconnu », et il a été voir le prophète, et il lui a dit « Oh, j'ai reconnu Saouda, elle n'était pas voilée pendant qu'elle faisait ses besoins », et le prophète, au lieu de dire à son pote « Mec, laisse-la tranquille, va voir ailleurs », il a dit bon d'accord, il faut voiler les femmes alors. C'est la morale du voile qui, au lieu de dire aux hommes fichez la paix aux femmes, en tout cas dans l'aspect harcèlement, je veux dire, pas dans l'aspect simplement discuter avec une femme, culpabilise les femmes effectivement pour le regard des hommes. Voilà, ce serait à elles de se couvrir. C'est digne de la morale d'un bédouin du 7e siècle. Enfin, en tout cas pour moi ça n'a rien de divin. On passe à la question suivante. Pour toi, est-ce qu'il y a une relation entre la pauvreté et la radicalisation religieuse en France, en tout cas? Laisse-moi réfléchir. C'est compliqué. Hein. Non, alors c'est évident qu'un individu riche, je vais faire un raisonnement par contre-pied, riche, riche, très riche, il va avoir moins de préoccupations sociale, identitaire et culturelle, parce que par exemple
il a une position sociale, une reconnaissance sociale du fait qu'il soit riche, là où un individu plus pauvre est dans la... comment dire, cherche la notion qui serait le contraire de la reconnaissance sociale, mais qui serait... Une reconnaissance divine après la... Non, justement, le contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance sociale, justement, et qui aimerait avoir de la reconnaissance sociale, bref, qui a l'impression d'un inaccomplissement social, voilà, et qui ne se sent pas avoir une reconnaissance par le regard des autres. Également, un individu riche, statistiquement, il aura un métier beaucoup plus accomplissant et épanouissant qui donne un sens à sa vie, tandis que le pauvre recherchera davantage un sens à sa vie. Et enfin, le riche pourra davantage se payer un mode de vie et des richesses matérielles qui vont le préserver de ce qu'un pauvre pourrait ressentir, à savoir à la fois la frustration et la peur du lendemain. Donc, dans cet angle-là, je te dirais qu'effectivement, un pauvre peut plus facilement se jeter à corps perdu dans la radicalisation religieuse par sentiment pour combler un vide, tu vois, d'un point de vue social, identitaire, du point de vue mode de vie, etc. Et les riches sont un peu plus préservés de ça. Maintenant, je nuancerais juste un petit peu ça, parce que, avant tout, la radicalité religieuse, c'est aussi une affaire d'éducation. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des musulmans dans plein de pays dans le monde, en France aussi, qui ne sont pas forcément classe moyenne, mais au moins ils vivent bien, ils vivent correctement. Surtout à notre époque, la pauvreté est relative. Tu as des gens qu'on qualifie de pauvres aujourd'hui, ils peuvent avoir un toit sur la tête, ils ont 3 repas par jour, voilà, ils sont aidés par l'État-providence. Quand tu compares au Moyen-Âge, même voilà, où il y avait des gens qui n'avaient pas de dentiste, qui n'avaient pas d'opération avec, comment ça s'appelle, l'anesthésie générale, où la vie était beaucoup plus rude, où il fallait chercher l'eau dans le puits, il n'y avait pas de robinet d'eau chaude, d'eau froide, tu vois, la richesse peut être aussi un petit peu relative. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des musulmans aujourd'hui juste qui peuvent vivre à peu près correctement. Ils ne se considèrent pas comme pauvres, mais si leurs parents les ont endoctrinés au texte islamique depuis tout petit et qu'ils leur ont appris la haine des mécréants qui reproduisent par mimétisme culturel, par mimétisme comportemental et par idéologie d'endoctrinement, la radicalité, en fait, c'est que le reflet de leur éducation. Donc je te dirais que c'est un facteur aggravant statistiquement à échelle macroscopique dans le monde qui peut se vérifier. Plus les gens sont pauvres, moins ils sont accomplis socialement, plus ils se cherchent en termes de social, identité, etc. Plus ils ont la peur de la frustration le lendemain, ils peuvent se jeter dans la religion, effectivement, et la radicalité religieuse. Mais à la fois aussi, il y a un facteur éducatif. Voilà, parce que évidemment, si tu es quelqu'un de pauvre, mais qui n'est absolument pas éduqué dans l'islam, tu ne seras pas dans et inversement, si tu es quelqu'un de pas pauvre, mais tes parents t'ont enseigné à haïr les mécréants, et tu seras dans cette radicalité. Donc je te dirais que c'est un équilibre des deux, peut-être on sera d'accord sur ce point. Là-dessus, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que c'est complètement, enfin, il me semble que c'est complètement ça. En tout cas, la gauche, une certaine gauche appuie vraiment là-dessus sur les conditions matérielles d'existence, sur le niveau de vie des populations. Le niveau de vie des populations, plus le niveau de vie des populations est haut, moins il y a un degré de religiosité élevé. Après, et c'est là que moi je reproche ça à une certaine gauche, il y a aussi le facteur critique de la croyance. Si, par exemple, en France, les musulmans français n'ont pas la liberté d'écouter une critique de leur dogme, ça va forcément rajouter une pierre en plus pour les enfoncer en plus de leur, pour certains, de leur misère financière, affective, tout ça. Si en plus de ça, on n'a pas ils n'ont pas accès à une critique de leur dogme, oui, ça vient appuyer en plus sur leur tête. C'est un facteur aggravant, effectivement. Oui, c'est un facteur complètement aggravant, et ça me désole de voir que la gauche, autant sur les constats économiques, le constat social, je peux les rejoindre, autant dès que ça concerne la critique du texte islamique, du dogme, ils sont vraiment très très frileux. D'ailleurs, récemment, je ne sais pas si tu es au courant, la gauche, ils ont demandé une proposition de résolution parce qu'ils se sont rendus compte qu'en France, l'islam avait une mauvaise image, une image négative, un stéréotype négatif. Donc ils veulent. Alors pour moi, le stéréotype, comment dire, abusif envers l'islam, c'est de dire que c'est une religion de paix et de tolérance en réalité. Voilà. Mais je trouve ça d'autant plus grave, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau où ils s'inquiètent
de la mauvaise image vision d'une religion. Alors que ça ne les regarde même pas. Ça relève du débat intellectuel. Il n'y a pas à avoir une police politique qui commence à dire voici le discours qu'il doit y avoir envers une religion ou pas. Ça relève de la critique intellectuelle de la société civile. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Et c'est vrai que j'ai vu cette proposition de résolution. J'ai halluciné parce qu'effectivement, il parle aussi de stéréotypes négatifs envers les musulmans. Donc ça, oui, ça faut le combattre, c'est sûr. Il faut chercher à savoir d'où ça vient et essayer de réduire ce phénomène. Mais ils ont rajouté vraiment mot pour mot les stéréotypes négatifs sur l'islam. Genre, il faut que l'islam ait une bonne image. Mais de quoi tu parles ? Ça m'a rendu fou, quoi. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, abonne-toi. Je suis déjà abonné à ta chaîne, tu le sais très bien. On va passer à la question numéro 7. On a environ 10 millions de compatriotes musulmans en France. C'est évidemment complètement irréaliste d'en vouloir zéro, de vouloir tous les virer comme certaines personnes le souhaitent, hein, les personnes globalement très à droite de l'échiquier politique. Après, alors, la question qui se pose, est-ce que tu as des idées réalistes pour faire en sorte que les musulmans de France se sentent mieux intégrés qu'ils ne le sont actuellement ? Je serais plus expéditif sur cette question parce que ça relève des choix de vie de chacun et de la liberté de chacun. Ouais. Chacun a une définition propre de l'intégration, chacun a une définition propre de comment il veut se sentir dans une société. Tout à l'heure, on parlait par exemple du fait d'un comportement C'était la première question sur quels comportements peuvent être contraires à l'intégration. Et la loi française, par exemple, n'oblige pas les gens à se mélanger à d'autres gens d'autres religions. Peut-être des gens ont envie de... Moi je dis souvent, tu vois, par exemple, pour une communauté, pas forcément immigrée, mais une communauté dans un pays, la première preuve d'intégration, c'est juste de faire chier personne d'abord, en fait. Je ne demande pas à ce que tu connaisses l'histoire de France par cœur, à ce que tu aies lu tel type de bouquin qui relève de la culture générale dans notre pays, tu te mélanges aux autres. Déjà, la première chose, c'est fais chier personne et assure-toi que tes enfants fassent chier personne. Et donc, je te dirais, pour aller un peu dans le sens général de ta question, que les musulmans en France qui auraient accès à la critique de leur religion plus facilement, dans les médias, même dans le discours politique, pourquoi pas, une critique intellectuelle, même sur Internet, pour au moins s'ouvrir l'esprit davantage sur des idées nouvelles, différentes, de gens extérieurs à leur religion, ça peut être très bien pour les aider à relativiser leurs croyances après, sans aller jusqu'à un discours paternaliste que ni toi ni moi ne voulons. Ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent croire ou ne pas croire en Allah, peu importe, mais je pense que c'est ce que je leur souhaite, entre guillemets, comme je souhaite à tout le monde, c'est une France où la critique de l'islam est banalisée. Ils ont la possibilité de pouvoir y être habitués, acculturés. Derrière qu'on ait une société plus belle, tout simplement, qu'on résolve les problèmes qui ne relèvent pas de l'angle du problème de l'islam et de ses dérives et de ses dangers, mais d'une manière générale. Voilà, ça, je pense que c'est... Ouais, globalement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je rejoins aussi, je suis un sale gauchiste, on va dire, mais je rejoins aussi encore une partie de la gauche qui met en lumière le fait que, pour intégrer une population arrivante ou qui est arrivée il y a plusieurs décennies sur le sol français, il faut leur donner les moyens d'existence, les moyens de subsistance nécessaires pour qu'ils puissent aimer ce pays et s'intégrer convenablement. Après, là où je les rejoins moins, c'est toujours pareil, sur la critique de l'islam, ils sont très frileux. Ils ne veulent pas manifestement considérer les musulmans comme des adultes responsables, capables d'écouter une critique de leur dogme. Ils ne veulent pas ça, ou en tout cas, ils sont excessivement frileux. On les entend jamais, la gauche, là-dessus, sur la de moins en moins, en tout cas. Ils sont peut-être pas tous comme ça, mais de moins en moins. Les voix commencent à se faire rares, effectivement. Voilà, et... Malheureusement, sans doute pour des raisons électoralistes, faut dire la vérité. Oui, non, mais clairement. Mais après, la raison électoraliste, je pense qu'il faut aussi la mettre de côté et considérer les musulmans comme des Français à part entière. Bien sûr. Je vois un catholique, il commence à me parler de sa croyance, je vais lui rentrer dedans, enfin, pas dedans physiquement, mais dans sa croyance, on va en parler. Et de la même manière, il faut faire la même chose avec les Français musulmans. C'est des Français. Je vais peut-être dire un truc avec lequel tu ne seras pas d'accord, mais pour moi, l'islam, aujourd'hui, c'est une religion qui fait partie intégrante de la France. Donc, il y a
aucune raison pour moi qu'elle ait un traitement de faveur, cette croyance, parce que elle est arrivée il y a 50, 60 ans. Non, non, oui, elle est arrivée peut-être il y a 50, 60 ans ou un peu plus. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est bon, c'est fini. L'islam fait partie de la France. Je dis pas que c'est bien ou mal. De la même manière que aujourd'hui, McDo, ouais, ça fait partie de la France. Vivre à l'américaine, ça fait aussi un peu partie de la France. Mais il faut les considérer, ces gens-là, comme des Français et surtout comme des adultes. Il faut arrêter de les infantiliser. C'est sans doute la meilleure preuve de respect qu'on peut donner aux musulmans que de leur dire vraiment ce qu'on pense de leur religion. Je précise juste pour conclure que quand, je suppose, hein, tu vas valider ou pas, je ne vais pas parler en ton nom, quand Jordan X Soumo, on parle je m'adresse aux musulmans, là je regarde un peu plus la caméra, de vous habituer à la critique de votre religion. Le but, c'est pas que vous mettiez un pied dehors et qu'il y ait des islamo-critiques qui vous assaillent de questions ou qui vous parlent et que vous voyez la critique de l'islam partout dans les publicités. Mais l'idée, c'est qu'en tout cas, on est normalisé quand il y a un contexte de discussion, de débat, ou même à la télévision, ou dans des œuvres cinématographiques, ou dans les livres, voilà, normaliser cette critique si jamais vous voulez y avoir accès, voilà, et que l'État, que ces institutions défendent bien l'idée que toutes les idéologies sont critiquables en France, même votre religion incluse. Mais l'idée, c'est pas de dire que y aura un diplôme de citoyenneté demain pour tous les Français et que tu es obligé de répondre à un questionnaire, quoique, pourquoi pas, mais tu es obligé de valider le fait que comment dire, tu reconnais tous les problèmes dans ta religion, etc. Je vais peut-être pas aller jusqu'à ce degré d'intrusivité orwellienne, mais voilà, en tout cas, simplement, que vous vous habituiez à ce qu'en France, la critique de votre religion est une évidence, et si vous êtes aussi sûr de votre foi, vous ne devriez pas avoir peur que des gens fassent la critique de votre religion. Et je finirai là-dessus. En France, tu veux critiquer l'homéopathie, tu le fais. Et s'il y a des gens qui croient que ça marche et qui veulent un jour écouter une critique de leur croyance, il y a cette critique qui est disponible sur YouTube. Et nous, on fait pareil avec l'islam sunnite. S'il y a des musulmans, pour diverses raisons, qui veulent écouter une critique de leur dogme, aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas encore dispo à la télé, mais aujourd'hui... Elle n'est pas trop mainstream, c'est pour ça que toi et moi, on fait ce qu'on fait. Voilà, mais aujourd'hui, en tout cas, elle est dispo sur TikTok et sur YouTube, et c'est génial, c'est une bonne chose. Et ceux qui veulent pas, les musulmans qui veulent pas écouter une critique de leur dogme, eh ben, vous cliquez pas sur lecture, et puis vous passez à autre chose. Et c'est pas grave du tout. Mais il faut que ce soit présent. Ça commence à se normaliser quand même de plus en plus. Oui, heureusement, grâce notamment à ton arrivée, et puis l'arrivée de Jack Le Fou aussi. Des gens comme nous, voilà, tous un peu, on est un caillou dans la mosaïque de cette révolution c'est ça. Sur Internet. On va passer à la question suivante. Comment tu perçois le point de vue des politiciens, influenceurs ou médias de gauche par rapport à la critique de l'islam et le point de vue des politiciens, influenceurs ou médias de droite par rapport à la critique? Bon, faut être un peu réaliste. Les politiques, les responsables associatifs, les intellectuels, les médias engagés, ceux qui se disent de gauche, ce package de personnes ou d'institutions, pour être gentil, on va dire, esquive un peu la critique de l'islam. Ils se prétendent en général défenseurs des minorités, mais la défense des apostats et ex-musulmans. Tu parles que de la gauche. Soit ils n'en parlent. Là, pour l'instant, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit soit politique, soit intellectuel, soit médias qui se disent plutôt de gauche. En général, ils boycottent, mais presque. En tout cas, ils ont une distance avec la critique de l'islam. Ils ne parlent pas trop des ex-musulmans en général. Et même de plus en plus, je le déplore, déjà, quand ils le peuvent, parce que l'actualité impose l'islam sur un sujet précis, davantage ils vont dédouaner l'islam ou avoir un regard complaisant avec l'islam. C'est le terroriste qui prétend agir au nom de l'islam, ils vont le faire passer pour un fou, pour un désœuvré. C'est refuser même de parler de problèmes engendrés par l'islam dans la société française, à l'école, dans plein d'autres institutions, en prétendant que ça va faire le jeu de l'extrême droite ou ça va stigmatiser les musulmans. Donc il faudrait taire la vérité. Voilà, faut protéger les musulmans. J'essaie de trouver la bonne formule, mais en gros, c'est les moyens immoraux, la fin morale qui justifie les moyens immoraux. Voilà, faut cacher des faits, cacher la vérité pour des bons prétextes. Et il y a aussi même ce discours de plus en plus, tu t'en as parlé juste avant, de beaucoup de
hélas, de politiciens surtout, de gauche, mais aussi intellectuels, encore une fois, ou médias, qui veulent associer la critique de l'islam à une critique des musulmans, le fait qu'en fait, la critique de l'islam servirait à être... servirait à un combat contre les musulmans. Or, les deux sont complètement dissociables, et c'est vraiment très injuste. Et donc, en comparaison, je suis obligé de dire qu'effectivement, les soit médias de droite, soit intellectuels de droite, soit politiciens de droite davantage, ont moins peur de la critique de l'islam, même si quand même ils en ont assez peur pour la plupart, donnent plus la parole en tout cas à la critique de l'islam quand c'est nécessaire, parfois avec l'actualité, osent davantage mettre des mots sur les choses, donnent plus la parole à des ex-musulmans critiques de l'islam comme moi, et je le sais très bien, effectivement, des invitations davantage par des médias, de droite, plus de droite, plutôt que de gauche. Et donc, effectivement, ça revient au sujet dont tu parlais tout à l'heure. La gauche, la politique de gauche, ou le paradigme politique de gauche à travers des politiciens intellectuels, milieux associatifs ou médias, ça tique un peu sur le sujet de la critique de l'islam. Et oui, après, moi, je peux comprendre, parce qu'il y a des enjeux électoralistes, clairement, mais c'est vrai que... juste pour les politiques, et les médias, et les intellectuels, et les streamers de gauche, ils n'ont pas d'enjeux électoralistes. Mais du coup, tu expliques ça comment, toi? Enfin, je veux dire, si tu es de gauche et que tu es frileux à critiquer l'islam... En fait, aujourd'hui, on est à l'ère des radicalités. Maintenant, sur plein de sujets, les Français sont exacerbés. Il y a plus d'entre-deux centristes. Maintenant, on est à l'ère de... Tu prends n'importe quel sujet, c'est « Je suis pour le nucléaire, je suis contre le nucléaire. Je suis pour sortir de l'Union européenne, je suis contre la sortie de l'Union européenne. » Et sur l'islam, sur l'immigration même, c'est je veux donner des papiers à la terre entière, abolir les frontières. Non, je veux zéro immigration. » Et tu vois, dans l'ère des radicalités, sur le sujet islamique, un des avantages, il faut dire la vérité encore une fois, je trouve qu'il y a plus de nuances en général dans des mouvements de droite, en général pas toujours, soit politique, soit intellectuel, soit magazine. Il y a plus de latitude sur l'islam. Beaucoup ont un discours d'entre-deux de dire « Oui, l'islam pose des problèmes, mais on pourrait l'intégrer », à aller jusqu'à un extrême de l'islam n'est pas intégrable, n'est pas réformable et pose clairement problème. Mais il y a cette latitude qui existe, tandis que par exemple, dans la gauche, il y a beaucoup de sujets où, si tu veux dire juste « Écoutez, l'immigration... Peut-être on ne pourrait pas accueillir toute la terre entière, peut-être qu'on pourrait juste... ah bon, c'est nazi, quoi? Tu veux mettre un nombre d'immigrants maximum, tu veux pas que la terre entière soit régularisée? Honte à toi, nazi. Et en fait, cette espèce d'absolu sur plein de sujets qui n'autorisent pas la nuance, l'islam entre dedans, et on a l'impression que le premier parmi eux sera excommunié du code du bien, s'il ose dire... Mais quand même, l'islam, des fois, crée des petites dérives, mais quand même, des fois, l'islam pose des problèmes vis-à-vis des femmes. Ils peuvent pas. Et en fait, ils sont obligés d'avoir... Je trouve qu'il y a une espèce de flicage entre eux, souvent dans des milieux dits un peu plus de gauche radicale. Radical, c'est pas forcément une insulte. Mais en tout cas, beaucoup plus... qui s'en prennent à la racine, quoi. Enfin, voilà. Et je trouve que... ils excommunieraient du camp du bien pour une moindre petite phrase, là où par exemple pour une petite phrase dans les camps plus à droite, ils autorisent le droit à l'erreur à quelqu'un sur quelque chose et éventuellement ils l'excommunient pas, mais de l'autre côté, si un jour il y a quelqu'un qui veut dire une phrase contre l'islam, ce sera davantage plus compliqué pour lui dans un milieu, on va dire, plus de gauche. Moi, là, contrairement à toi, sur la gauche, globalement je suis d'accord, je pense qu'il y a une certaine soumission pour différentes raisons à cette religion, ne pas trop critiquer, parce que je pense que la raison principale, c'est que ces gens-là pensent que les musulmans sont des êtres un peu à part, un peu fragiles, qu'il faut, attention, il faut pas trop critiquer leurs croyances. Mais cela dit, à droite, moi, ce que je peux leur reprocher aussi, surtout à l'extrême droite, c'est de parler des musulmans principalement. Oui, les musulmans sont comme ci, les musulmans, ils sont comme ça. Même s'ils peuvent dire, bah tiens, les musulmans sont super. En fait, je ne comprends pas cette droite-là, et cette extrême droite, qui ne fait quasiment, en tout cas quand j'ai vu des reportages télé, quasiment que parler des musulmans. Les musulmans de France sont comme si, on s'en fout, parle-nous des textes. Enfin, personne à la télé n'évoque les textes de l'islam sunnite. Alors je suis d'accord avec toi sur les textes, j'ai moins l'impression qu'ils diraient plus facilement les musulmans, parce que d'un point de vue juridique en France,
facilement, ils se savent quand même surveiller, Oui. et la moindre phrase un peu trop stigmatisante sur les musulmans, ça se saurait trop rapidement. Donc j'ai pas l'impression d'entendre tant que ça la phrase les musulmans, éventuellement des musulmans, ou éventuellement pointer du doigt certains musulmans. Oui, Mais, voilà, mais mais encore, ils pourraient être plus hardcore que nous sur la critique de l'islam. Parfois, ils sont même plutôt... ils en restent à la surface des choses, ils sont un peu plus elliptiques. Quand il faut commenter une actualité en rapport, par exemple, avec le terrorisme islamique, parfois, ils vont moins dans l'analyse de l'idéologie en elle-même, contrairement à nous qui faisons ce travail Voilà, au niveau des textes. On Donc, fait ce travail. D'ailleurs, Cassius Ledy est excellente là-dessus concernant le rapport entre l'islam sunnite et le terrorisme. Mais oui, c'est vrai que... Bah, vous êtes beaucoup excellent. je te remercie. Chacun apporte sa petite nuance, Ouais, c'est ça que j'apprécie. on En est fait. tous Tout très le monde différents. tout le monde a un petit talent et tout dans cette sphère de la C'est ça, critique je de pense, qui l'islam, fait c'est très bien, ouais. un peu notre force, c'est qu'on on est un peu tous différents. Mais rapidement, pour terminer sur la droite et le traitement de l'information sur l'islam, oui, c'est vrai qu'ils disent pas forcément les musulmans sont comme ci, comme ça, mais ils font intervenir des musulmans pour commenter l'actualité, mais jamais ils les questionnent sur leur texte, quoi. C'est vraiment ça que je voulais dire. Et juste avant de passer à la question suivante, tu as parlé d'immigration, comme quoi ceux qui veulent pas régulariser, enfin ceux qui veulent pas régulariser les sans-papiers en France, les immigrés, sont des horribles fachos d'extrême droite, tout ça. Juste, à titre personnel, j'ai un peu réfléchi à la question sur... c'est vrai que ça paraît fou quand j'entends des gens de gauche dire « Oui, il faut régulariser tous les sans-papiers ». Abolir les frontières. Alors, abolir la frontière, moi, je suis pas d'accord. Mais en tout C'est cas, un peu ça, quelque part. Oui, la frontière administrative que tu abolis. Oui, c'est pas faux. Mais en tout cas, même si je sais pas dans les faits qu'est-ce que ça va générer comme avantage, en tout cas, l'idée, pour eux, à gauche, et je trouve pas l'idée déconnante en soi, l'idée à gauche, c'est de dire, bah oui, mais si tu régularises les immigrés, bah, ils vont pouvoir trouver un logement, ils vont pouvoir trouver un travail, et ils vont plus traîner dans la rue, tout ça. Je veux dire, même si, après, dans les faits, peut-être que ça va se passer différemment, l'idée en tant que telle, de la manière dont elle est défendue, je trouve pas ça déconnant non plus de proposer ce type de choses, même si à première vue, oui, quand tu survoles un peu le sujet, tu te dis, mais waouh, ils sont fous, et... Si tu veux, un jour, on parlera du sujet immigration dans une vidéo, toi Ouais, et moi, ouais, mais il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord avec toi, et je pense qu'effectivement, régulariser les clandestins massivement, c'est très dangereux et problématique à bien des égards. On va pas parler de ça, mais effectivement, rapidement, je termine là-dessus, il y a une autre problématique, c'est qu'effectivement, si tu fais ça, bah, tous les autres pays un peu partout environnants, mais dans les 12 heures qui suivent, oui, ils donnent le train, l'avion gratuit, ils disent la France c'est par là. Voilà. On va se retrouver avec des millions de clandestins qui vont dire alors votre président de gauche radicale il a dit on nous régularise et la France n'est pas un puits sans fond à logement et à emploi. Il va y avoir beaucoup de gens dans les rues, ça va créer des émeutes, ça va créer des problèmes. Non, crois-moi que mais voilà, en tout cas, si on devient le premier pays européen à dire régularisation des clandestins, ça peut devenir dangereux. Enfin bref, c'est un autre sujet, mais vu que tu avais parlé un petit peu de ça. Je vais enchaîner avec la question numéro 9, il me semble que c'est la dernière. Tu te perçois comment politiquement? Est-ce que tu te sens plutôt de droite, plutôt de gauche? Dis-moi tout. Bon, d'abord, j'ai l'impression depuis tout petit que chaque fois que j'ai une idée en politique, c'est une idée de bon sens. C'est pas ni de droite ni de gauche, ça me semble juste être du bon sens, tout simplement. Sur plein de sujets, sur l'éducation, sur la sécurité, sur l'économie. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, le système politico-médiatique en place, qui a besoin du diviser pour mieux régner dans nos démocraties libérales occidentales, ont besoin de ce paradigme gauche-droite, qui n'est pas toujours vrai, surtout quand on se pense être un patriote qui veut tout simplement, qui aime son peuple et qui veut aider son propre peuple. Ça transcende ce clivage. Je te dirais maintenant que la plupart de mes idées principales, cette doxa dominante va déterminer que ce serait plus des idées de droite que des idées de gauche sur plein de sujets, alors que pour moi ça relève du bon sens. Notamment sur la sécurité, sur l'économie, sur l'éducation. Et je vais même te dire, je peux te citer quelques idées que j'ai, par exemple, qui seraient, selon cette doxa, des idées de droite, voire d'extrême droite, alors que c'est pour moi d'extrême bon sens. Et surtout, ça aiderait même, ces idées, des gens comme moi, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, en France, aujourd'hui, il y a un discours
globalement dans les médias, dans le milieu associatif ou politique, comme quoi, par exemple, les gens comme moi, arabes ou apparentés arabes, arabes putatifs, c'est pas une insulte putatif, je précise, arabes supposés en apparence, par le nom, ou les gens comme moi issus de l'immigration maghrébine, notamment issus de l'immigration algérienne, et je vais même inclure dedans les musulmans, alors que moi je ne suis plus musulman, ce type de communauté, arabes, issus de l'immigration algérienne maghrébine ou musulmans, aurait plus une mauvaise image par rapport à d'autres communautés qu'une bonne image en France. Allez, admettons cette hypothèse, voilà, qui est perçue en général par les gens qui ont l'impression que voilà, dans le monde occidental, au sens large ou même en France, ils ont une mauvaise image. Et bien, je vais te citer quelques idées qui, soi-disant, seraient trop à droite, voire d'extrême droite, alors qu'en réalité, c'est de bon sens, et ça aiderait au contraire ce type de population. D'abord, une première idée que moi je plébiscite, c'est que la France serre la vis en termes de sécurité, qu'on soit un pays extrêmement sévère envers le crime, que les criminels violents multirécidivistes soient mis hors d'état de nuire, soient mis en prison. C'est anormal d'ouvrir le journal et de lire qu'un tel violent multirécidiviste, il repasse devant un juge pour la 20e, pour la 30e fois, mais à quel moment? Ça veut dire, le mec, il passe devant un juge 30 fois, ouais. Ça veut dire il lui a laissé une 29e chance, mais laissez-lui une 159e chance dans ce cas-là. C'est complètement dingue, je trouve ça complètement dingue. Et en réalité, si la France était extrêmement sévère envers les criminels, comme quelques pays dans le monde qui sont tellement sévères envers les criminels, que tu peux même pas acheter un antivol pour vélo dans ces pays. Tu peux laisser ton vélo dans une métropole, tu le retrouves plusieurs jours plus tard à la même place. Vraiment, l'éradication totale de la criminalité fait que notre pays serait tellement sécurisé que, en fait, nous, les gens qui sont soit, je te dis, d'origine algérienne, et je sais la mauvaise image, tu vois, dans la société française globalement, ou arabe, ou j'inclus également les musulmans dedans, même si moi je suis un ex-musulman, en fait, on a une mauvaise image entretenue par des gens parmi nos communautés respectives qui sont mal élevés dans l'espace public, qui se comportent comme des racailles, qui se comportent comme des terroristes, qui passent dans les médias, qui entretiennent cette mauvaise image. Moi, chaque fois que je vois, comme là actuellement, tu vois, la foire du trône, tu as des gens issus de l'immigration qui volent, qui... Moi peut-être c'est de par mon histoire personnelle différente de la tienne, moi je vois ça, je vois le lendemain 1000 loueurs d'appartements qui ferment la porte à des gens issus de l'immigration parce qu'ils ont vu cette image et ils se disent « Ok, je suis conforté dans ma mauvaise image de l'immigration. » Je vois un Vincent Lapierre qui fait un reportage, qui est interpellé par une racaille sans doute qu'à mes origines, qui fait « Hey, je nique les Français, je nique les Français » et qui se barre. Je vois derrière 1000 employeurs qui disent « On vous rappellera » et ils ne rappelleront jamais le gars issu de l'immigration, éventuellement algérienne ou arabe, parce qu'ils se sentent confortés dans la mauvaise image qu'ils ont. Et je te jure, vraiment, et encore moi, ça me pèse, je dis ça sans victimisme, ni accusation vis-à-vis de la France, qui reste un pays exceptionnel et le pays le plus antiraciste du monde. Mais je te dis, moi, de par mon histoire personnelle qui est différente de la tienne, je sais que si demain, la France était un pays beaucoup plus sûr d'un point de vue sécurité et on dégageait de nos rues toutes ces criminels, ces racailles, ces gens qui nous gâchent la vie, alors la plupart, par exemple, quand il y a des racistes, ils se diraient si je croise maintenant un gars issu de l'immigration maghrébine ou algérien ou même musulman, il se dirait j'ai plus à avoir ma méfiance d'avant parce que la France a tellement débarrassé les rues de tous ces criminels, tandis qu'avant, je lisais dans la presse, le mec, il passe pour la 20e fois, pour la 30e fois devant le juge. Je lis dans la presse, il faut 2 ans de procédure pour dégager un squatter. Je lis des gens à 10 contre 1, ils agressent un mec, ils le laissent à moitié mort. Des violeurs d'enfants, des gens qui poignardent des gens, ils prennent 1, 2 ou 3 ans de prison à peine pour poignarder des inconnus dans la rue à coups de couteau. Mais c'est surréaliste. Ils se diraient, ces gens-là, j'ai moins de raisons de me méfier d'Arabes, de gens issus de l'immigration maghrébine ou même de musulmans, parce qu'ils se diraient l'État français m'a garanti qu'elle a dégagé tous les criminels, peu importe leurs origines, ce qui inclut les criminels de ces origines de qui j'ai une mauvaise image, donc je ne peux qu'être rassuré, c'est un schéma, là ce que je te fais c'est un schéma très rapide, mais je ne peux qu'être rassuré, ne serait-ce qu'inconsciemment, sur le fait que ceux que je croise dans mon immeuble, dans la rue, dans mon lieu de travail, dans la boîte de nuit, forcément, c'est des gens bien innocents parce que l'État a davantage... Donc en réalité, la sévérité criminelle, parce que quand je finis sur ce point et je te laisse réagir, après je vais te parler de 2 autres mesures, quand davantage, ça se voit dans les statistiques en France, les gens de mes origines, d'origine maghrébine, issus de l'immigration algérienne, musulmans, ils votent pour des partis qui sont les moins
porté sur la sécurité, qui propose au moins une sévérité justifiée en la sécurité, tu vois, ironiquement, ça nous donnerait une meilleure image de nous débarrasser des gens qui donnent une mauvaise image, des gens comme moi, à cause de ma couleur de peau, de mes origines. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine pour les gens qui ont mes origines, qui doivent mettre 2 fois, 10 fois plus de temps à trouver un logement. Je t'assure qu'on se l'est déjà dit, moi aussi, quand tu vois, j'étais à Paris, je cherchais un logement, même malgré un CDI, sans cesse des gens qui avaient moins de revenus que moi, qui passaient devant moi. On se l'est tellement dit avec des gens d'origine maghrébine, arabe, à un moment donné, il faut se baser sur cette réalité. Oui, je sais la réalité de la mauvaise image qu'on a, mais moi, je veux pas juste me lamenter, je veux qu'il y ait une solution concrète. Et je pense qu'une société... Tu sais, par exemple, tu as l'immigration d'origine maghrébine. Ouais. Quand ils voyagent dans le monde, dans des pays très sécuritaires, et ben en fait, ça n'existe pas des racailles parmi eux. Et même l'image de l'immigration maghrébine dans ces pays très sécuritaires, ça n'a même plus de sens. Parce que tellement c'est des pays sûrs, qui n'ont pas de racailles, tu peux laisser ton portefeuille sur la table au café, tu vas aux toilettes, tu reviens, le portefeuille est là. Et bien en fait, en réalité, l'idée de mauvaise image d'une communauté alimentée par les gens de cette communauté minoritaire qui en donne une mauvaise image, mais qui sévissent dans la société, s'ils ne sont plus là pour sévir, l'idée de mauvaise image d'une communauté n'a plus de sens. Donc moi, avec mon histoire, je te dirais, on aura plus besoin pour nous, et en plus c'est très drôle, c'est la plupart des gens qui ont mes origines, ils plébiscitent dans leur pays un tour de vis envers les racailles, et ici ils votent davantage pour des partis qui proposent moins de tours de vis. Donc en réalité, plus de sécurité nous aiderait, nous davantage, nous les Français qui ont mes origines, et même les musulmans, je suis sûr que beaucoup seraient d'accord avec ça. Tu vois, j'ai donné un discours constructif envers eux, même eux ils en ont marre de voir des racailles. Je l'ai vu encore à la foire du trône, le mec il vole une peluche, ils sont en meute à 20, ils agressent des forains. Qu'est-ce qu'il dit le mec? Wallah, j'ai récupéré une peluche, wallah, allez hop. Et le mec qui déteste les musulmans, il voit ça tu vois, il voit ça à la télévision, ça l'entretient encore dans sa mauvaise image des musulmans. Là, si tu veux, tu m'as un peu cloué le bec parce qu'il y a deux paramètres, c'est-à-dire que mon argument est très bien ficelé. Oui. T'es obligé de me comprendre. Mais je vais rajouter un paramètre. Est-ce que l'état sécuritaire actuellement de la France, s'il ne va pas à supposer, soit tu veux plus de laxisme, moi je veux bien qu'on passe à une étape, parce qu'on est dans le tel laxisme, là qu'on est à 2 doigts d'inventer le rappel à la loi avec sursis, je te promets. Là actuellement on est sur les stages au bord de la mer à caresser des hamsters, pourquoi pas passer cette étape de laxisme? Non, actuellement il faut un tour de vis. Voilà. Ça protégerait même les femmes dans les rues qui maintenant ont peur de sortir le soir, ce qui est anormal. Pas seulement nous, plein de communautés victimes, des racailles, des gens mal éduqués, des terroristes. Voilà, on a tout à y gagner en fait. Si tu es si sûr d'être un citoyen innocent, entouré de gens innocents, tu devrais plébisciter. Une racaille qui va voler un sac, qu'est-ce que tu veux, globalement, qu'est-ce que tu veux en faire? Enfin, combien d'années, J'ai parlé de criminels violents, multirécidivistes. T'inquiète, je suis précis dans mes termes. D'accord, j'ai rien dit. Criminel. Mais tu sais, ce gars-là, à un moment donné, si déjà il y a des peines plus sévères, et lui-même, il a intégré mentalement qu'il est dans un pays qui serre la vis, lui-même, il peut se tenir... Tu sais, t'as des crimes connexes à la violence, mais s'ils savent... Moi, je te jure, ça me fend le cœur de voir des gens à 10 contre 1 qui agressent un gars, ils le laissent à moitié mort. Ça dilue limite la responsabilité qu'il soit 10, ce qui est complètement surréaliste. Au contraire, il faudrait même un délit de lâcheté à ajouter sur eux, parce que c'est encore plus lâche de taper à 10 contre 1 gars. C'est vrai, c'est tout con. T'as l'impression que c'est dilué, chacun va prendre 1/10 de peine. Quand tu vois que des gens enfoncent des couteaux dans des innocents de la rue, ils prennent moins de 3 ans de prison, mais c'est 2 ans, 1 an, et il y a même souvent du sursis à bracelet cru. Des violeurs d'enfants, maintenant, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est dingue, c'est surréaliste. T'as vu, c'était avec Yanis, ce petit garçon qui s'est suicidé. Je crois que c'était un violeur d'enfants multirécidiviste qui était déjà passé 2 fois dans la justice. Donc 2 fois, il a eu la chance de ressortir et de se remélanger à la foule. C'est pas possible, là. Il y a trop de laxisme en France. Tu peux pas être contre moi sur ce point, quand même. Non, calme-toi, j'ai rien dit. Mais en fait, si tu veux, moi là j'ai un peu le cul entre 2 chaises parce que tu me parles d'un phénomène et t'es le premier concerné par du racisme. Et ton argument en soi, il est pas dégueulasse du tout, je l'entends. On se le dit beaucoup entre Français comme nos origines, ces gens qui donnent une mauvaise image de nous, tu vois. Et peut-être tu ressens moins ça, et je t'en veux pas du tout, encore une fois, je dis ça ni... Non, oui, moi je suis pas concerné par le racisme, heureusement, mais c'est vrai que ton argument, il peut paraître à certains égards, très, très pertinent. Par contre, je rajouterais juste une chose, c'est dans les prisons aussi que les gens aussi se radicalisent.
Donc tu veux mettre des criminels en prison pour qu'ils ressortent au bout de 20 ans très énervés. Non, parce que évidemment qu'il y a un triptyque dans la sécurité, c'est punition, donc sanction, éducation et dissuasion. Et dans ce triptyque, c'est évident que moi, par exemple, je suis pour des prisons. Il faut effectivement faire comme Naïb Boukele, il faut construire plus de prisons en France. C'est anormal que notre pays, qui maltraite des prisonniers en ayant trop de prisonniers dans des cellules qui ne devraient pas en accueillir autant. Tu as des pays en Europe où il y a un prisonnier par cellule, où il a droit à des bouquins éducatifs, où ça se passe très bien, où ils surveillent, ils évitent qu'il y ait des menaces entre les prisonniers. Ici, c'est un peu la loi de la jungle, donc forcément, il faut être dur, il faut se comporter comme un dur ou se radicaliser pour ne pas se faire agresser. Tu as des prisons où, si chacun est respecté à sa propre cellule, on n'a pas à mettre un mec qui, éventuellement, par bénéfice du doute, il s'est trompé dans une opération d'écriture et dans le doute, il va en prison pour une question comptable. On n'a pas à le mettre avec un islamiste multiradicalisé qui prétend vouloir égorger des gens ou un mec violent. Et du coup, le gars va une meilleure organisation de l'incarcération. C'est pas incompatible, mais je te dis, les criminels violents multirécidivistes, il suffit juste de comparer à l'échelle du monde les États. En fait, les gens comme moi qui ont mes origines, quand des gens issus du Maghreb, encore une fois, ils déménagent dans ce genre de pays, bizarrement, leurs enfants ne remplissent pas les effectifs de racaille. Ça n'existe même pas la notion de racaille là-bas. Et leurs enfants sont parfaitement intégrés. Et l'idée, je pense, encore une fois, c'est un schéma très simpliste, de mauvaise image d'une communauté a moins de sens parce que tellement on a débarrassé la société des gens nuisibles, et ben en fait, en réalité, tu croises des gens et dans ton inconscient, tu te dis forcément c'est des gens innocents, c'est des gens tranquilles, puisque je sais que l'État m'a assuré que les criminels violents, voilà. Et c'est qu'un exemple, j'ai envie de te citer deux autres. Vas-y, je terminerai, juste là-dessus. Globalement, moi, si tu veux, je peux être d'accord avec toi dans l'absolu, d'autant plus que bon, bah, t'es le premier concerné, mais il y a un autre paramètre à prendre en compte, je pense, qui n'est pas antinomique avec le tien, c'est le paramètre de la richesse d'une population. On remarque que plus une population est pauvre, en général, il y a trois facteurs. C'est des jeunes, ce sont des hommes et ils sont pauvres. Ces trois facteurs-là, quand tu les mets ensemble, il se trouve que ça génère une hausse de la criminalité, une hausse des actes criminels et délictuels. Et en tout cas, il y a une partie de la gauche qui tient ce discours qui dit la solution, elle est aussi dans le fait de donner à ces gens-là un minimum pour vivre et pour avoir des conditions de vie décentes pour justement éviter qu'ils tombent dans la pauvreté et qu'ils fassent des crimes ou des délits. Après, cette vision de la société, elle est très à gauche, mais elle n'est pas antinomique avec la tienne. Mais elle a quand même deux limites. Premièrement, ton éducation et ta mauvaise éducation peuvent aussi faire que tu seras un criminel là où d'autres ne le sont pas. La preuve, tu as des pauvres. Les criminels, en fait, les criminels sont aussi minoritaires parmi les pauvres. Je pense à des criminels dans toutes les cases. Par exemple, un pauvre, un voleur pauvre va voler un vélo, là où un voleur multimillionnaire va faire de l'optimisation fiscale et jusqu'à aller sur de la fraude fiscale, parce que l'optimisation fiscale est légale, attention, et il va se comporter comme Bernard Madoff. Donc je te dirais que chacun peut commettre un crime à la mesure de ses moyens. Et il y a de la violence conjugale pareil, autant chez les riches que chez les pauvres, etc. Mais je te dirais simplement que tu as des pauvres issus de cultures où on enseigne quand même le respect, la bienveillance. Tu as des pauvres issus de l'immigration sino-asiatique qui remplissent moins nos prisons, qui fournissent moins des racailles. Donc c'est pas complètement faux et surtout, c'est pas complètement vrai ce que tu as dit. Et surtout, par exemple, si on compare la France de 1975 par rapport à aujourd'hui, il y a 50 ans, il y avait plus de pauvreté économique et financière. Et il y avait moins de racailles, moins l'idée de caillasser des pompiers, ce qui n'a pas de sens, tu vois. Il y avait moins l'idée de agression pour un mauvais regard, pour une cigarette refusée par un mec qui n'a même pas de cigarette. D'ailleurs, il te dit, désolé, je fume pas. Je sais pas, j'ai pas et ça existait beaucoup moins à l'époque. Or, la pauvreté financière et économique était supérieure en 1975 en France qu'aujourd'hui, il me semble. Et d'ailleurs, c'est le second critère, l'économie, dont je voulais te parler. Là, je t'ai parlé de la criminalité pour te fournir une idée de quelque chose que je plébiscite et qui est conjecturé comme étant de droite, voire d'extrême droite. Il y a aussi une autre idée, c'est la liberté entrepreneuriale et un climat entrepreneur-friendly. Puisqu'en fait, la France aujourd'hui est un enfer fiscal du point de vue administratif, du point de vue économique pour les entreprises. Et en fait, j'ai remarqué encore une fois, je me base sur les gens qui ont mes origines, par exemple des gens d'origine maghrébine, tunisienne, algérienne, marocaine, qui vont voyager dans des pays, des États, Canada, certains États américains, Suisse, Australie, qui sont très pro-entrepreneuriat,
en fait, rapidement, ils s'élèvent socialement. Du coup, ils n'ont même plus besoin de se plaindre du racisme de l'employeur qui éventuellement peut être avéré mais qui ne les embauche pas, puisque davantage, leurs enfants facilement peuvent rentrer dans l'entrepreneuriat, facilement peuvent devenir, et évidemment, je connais des gens, je connais des histoires personnelles de gens rapidement qui ont pu sortir leur famille de la pauvreté plus facilement grâce à ce genre de climat pro-entreprise qui est vu comme davantage de droite. La France qui déjà est le pays le plus taxateur du monde, ou un des plus taxateurs du monde, du point de vue des patrons, du point de vue même sur la fiche de paye du salarié et des salariés pauvres. Et d'ailleurs, on peut même le savoir par un indice, c'est que la France a beaucoup de petites entreprises, une minorité de très grandes entreprises, même des oligopoles parfois, et entre les deux, les entreprises intermédiaires, si je ne dis pas de bêtises, le taux d'entreprises intermédiaires en France, il est 2 fois inférieur à celui de la moyenne européenne. C'est-à-dire que la moyenne européenne, c'est plus 100%. Et en fait, l'entreprise intermédiaire, c'est important le nombre, parce qu'en fait, ça t'indique que tu as un État qui permet aux petites de progresser et de croître. Et ce taux 2 fois inférieur, pas 5%, 10%, 2 fois inférieur en France, c'est clairement anormal. Ça prouve un contexte pas très friendly, excuse-moi pour cet anglicisme, par rapport aux entrepreneurs. Et je remarquais que pour la bonne image des gens apparentés arabes ou d'issus d'immigration maghrébine, ou même, on va inclure encore une fois l'exemple des musulmans que ni toi ni moi ne sommes, et bien en fait, ils ont tout intérêt à être dans un pays ils ont moins le temps de se plaindre de discrimination possible ou de la mauvaise image, même si la première mesure dont je t'ai parlé favorisera également ça. Ça fait qu'ils vont s'émanciper d'eux-mêmes, devenir entrepreneurs, gagner de l'argent, embaucher des gens comme eux. Et tu vois, ça va les aider, la croissance économique. Et donc, je trouve qu'un climat entrepreneur-friendly peut nous aider, nous, les gens avec mes origines, à s'émanciper socialement et à moins être effectivement dans une forme de devoir dépendre de l'État-providence dont je ne me plains pas, effectivement. Donc, il y a lutter contre la criminalité, le contexte entrepreneur-friendly qui est davantage apparenté de droite, si je puis dire, que de gauche. Et je vais citer un dernier exemple. J'ai oublié, putain, je l'avais en tête, pour faire une espèce de triptyque logique. Ah oui, c'est la question de l'immigration également, qui est vue davantage comme... En fait, comment dire, la France, à mon avis, pour moi, la France devrait être gérée comme le budget d'un foyer ou comme le budget d'une entreprise. On a un pays surendetté, 3 000 milliards de dettes, en crise économique, en crise d'identité, en crise de l'intégration. Est-ce qu'un tel pays peut continuer à accueillir chaque année des centaines de milliers de gens qui sont davantage par rapport à d'autres pays de l'OCDE une immigration humanitaire, si je puis dire, c'est-à-dire une immigration qui a besoin d'aide, à qui il faut trouver un logement, à qui il faut trouver un emploi, dans une mesure moindre, plus raisonnable et surtout validée par les Français et non pas subie par leurs politiciens, ça peut s'entendre. Mais ce n'est pas parce que l'immigration pouvait justifier dans les années 60 pour mes grands-parents qui sont venus en France que, ad vitam aeternam, la France doit accueillir de façon toujours plus massive une immigration, en tout cas, si on prend juste l'immigration légale, beaucoup humanitaire, et je vais t'expliquer aussi pourquoi, mais aussi clandestine. Et également, c'est un facteur intéressant parce qu'en fait, vu que les gens qui ont mes origines en France sont allégués comme étant des gens qui font partie des strates les plus pauvres de la population, et ben, les bobos, là, Églantine Quinoa, la bobo du 16e, qui dit « Ah, c'est formidable, il faut abolir les frontières, il faut accueillir toute la misère du monde, etc. » Elle est bien, elle. Elle sait que ses parents sont riches et lui ont offert un appartement à l'âge de 18 ans, donc jamais elle vivra avec l'idée de la peur du lendemain de ne pas pouvoir payer le loyer et d'être à la rue. Elle sait que l'immigration humanitaire qu'on va devoir accueillir, voire même clandestine, ça se vérifie dans les statistiques, notamment en Ile-de-France, dans la suroccupation qu'ils représentent dans les HLM, ils vont s'entasser dans les villes des gens comme moi, pas dans sa ville à elle. C'est nous qui allons leur faire de la place dans nos HLM, donc nos enfants, ils ont de plus en plus de mal à se loger, les enfants d'aujourd'hui. Ils trouvent de plus en plus dans des grandes villes. Maintenant, tu loues un clapier de 8 mètres carrés, tu as une file d'attente de 100 personnes pour pouvoir le louer, tellement on est en crise du logement. Un pays surendetté en crise du logement, en crise économique, d'abord t'aides les tiens. Moi, je trouve ça dingue qu'en France, on ait des centaines de milliers de mal logés, dans des logements insalubres, des gens qui sont smicards, qui dorment dans leur voiture. Pour moi, c'est un principe simple. Tu aides, tu trouves un logement au dernier de nos mal logés,
Et après seulement, tu peux commencer à aider les pauvres du monde entier. Et je considère que c'est nous qu'allons, je schématise, hein, nous, Oui. c'est nous qu'allons leur faire de la place dans nos immeubles, dans le parc de logement disponible. Les enfants de ces pauvres accueillis massivement, on leur fait de la place dans nos écoles. Le niveau baisse. Les profs, c'est normal parce que les enfants parlent moins bien français. Ils prennent plus de temps le niveau de la classe va un peu reculer, un peu prendre de retard sur le programme parce qu'on prend plus de temps pour ces autres élèves dans les mêmes classes. Quand, par exemple, on a besoin, je sais pas, de soins pour un cabinet dentaire, c'est pas le cabinet dentaire de luxe de Untel où il y a très peu de gens. Effectivement, ils vont plus venir dans nos hôpitaux, pareil. Enfin, en gros, c'est nous qui allons faire de la place dans nos espaces de vie. Tandis que la bourgeoise, qui est pour régulariser massivement cette immigration plus pauvre ou clandestine, elle compte juste sur le fait que Boubacar, il doit avoir un sac Uber Eats et il doit lui livrer son repas, tu vois. C'est juste ça qu'elle veut. L'immigration clandestine ou l'immigration humanitaire dont je te parlais, humanitaire c'est un slogan, tu vois, mais elle ne le vit pas dans l'école de ses enfants où pour que ses enfants ils rencontrent quelqu'un issu de l'immigration, il faut que l'équipe de nuit des balayeurs passe en mode jour, tu vois. Et donc à un moment donné, je me dis, nous, les gens de mes origines qui statistiquement en France sont peut-être davantage parmi les pauvres, les ressources allouées pour aider nos pauvres en France, mal logés, à l'école, à ce que tu veux, elles vont être davantage divisées et réparties. C'est pour ça que ce triptyque de 3 mesures que je t'ai donné au final, de plus de sécurité, plus de climat entrepreneuriat friendly qui aidera plus de gens à s'émanciper économiquement, et à la fois l'immigration être beaucoup plus mesurée, pondérée. Et je vais même te dire, aujourd'hui on n'est pas dans un monde isolationniste comme dans le passé il y a 150 ans. Et l'immigration clandestine, quelque part je dis ça et on ne peut pas me le reprocher vu les sacrifices que moi-même, j'aime pas dire ça, mais je fais également pour la France. Je pourrais très bien partir, mais j'aide la France au prix de menaces pour ma propre vie, pour ma propre sécurité. Je peux te dire que quand tu veux aider ton pays, c'est très bien d'y rester et de l'aider, mais je ne fustige pas ceux qui s'en vont. Mais parfois, je me dis, dans le monde, qu'il y a beaucoup de gens... En fait, les dictateurs sont contents dans le monde d'aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de révolution dans leur pays pour soulever, pour renverser l'ordre établi. Parce qu'en fait, le dictateur compte sur le fait que les clandestins vont partir massivement dans des pays occidentaux de l'OCDE qui vont en plus envoyer de l'argent. Et en réalité, si ces gens n'avaient plus nulle part où fuir dans le monde isolationniste du passé dont je te parle, ils sont obligés de faire la révolution nécessaire que des peuples dans le passé ont dû faire. Mais quand tu es dans un pays que tu peux fuir, déjà c'est un pays en plus qui va être fui, une fuite des cerveaux en plus c'est horrible, parce que du coup plus leur cerveau fuit et plus on les délaisse de leur meilleur médecin, de leur meilleur ce que tu veux, et du coup ce pays ne s'améliorera jamais. Donc à un moment donné c'est aussi nécessaire, tu vois, ça participe d'un schéma global. Un schéma global, encore une fois, voilà, concernant l'immigration, malheureusement j'argumente bien. Mais voilà, bah oui. Et puis surtout, t'es en partie concerné par tout ça. Moi, j'ai jamais suivi. En tout cas, j'ai une réflexion globale, t'as vu ? J'articule tout. Mais je garde toujours en tête le fait que c'est facile. Je suis d'accord avec toi dans l'absolu. Hein. Franchement, je sais même pas quoi te répondre. Ça se tient. Mais je garde toujours en tête que c'est facile de dire non, restez chez vous les enfants. Quand on est né du bon côté de la rivière, tu vois. Je me dis, ok, on faut réduire l'immigration, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a quand même un réchauffement climatique qui arrive. Il y a toute la partie sud du globe. Tous les gens habitent dans la partie sud du globe. Ils vont monter vers la partie nord. Ils vont arriver chez nous. Je ne sais plus quelle entreprise avait fait des statistiques. Je crois que ça se monte à 1 milliard de personnes qui vont venir, qui vont transiter de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, non pas parce qu'ils sont sous des dictatures ou pas, parce que les conditions feront que ce sera plus possible d'y vivre. Je ne suis pas un spécialiste de cette question, je m'excuse vraiment de te couper, mais ce que je veux dire, c'est que quand je regarde malgré tout l'immigration dans beaucoup de pays occidentaux qui choisissent une immigration aussi sur l'aspect qualitatif, nous en France on est très quantitatif, on a des budgets, des nombres d'individus. À un moment donné, le problème et le remous que ça pose aussi dans notre société, c'est l'aspect qualitatif. Si on fait venir des gens ultra violents, si on fait venir des gens qui posent un problème d'un point de vue culturel, je veux aussi qu'on choisisse notre immigration, qu'elle soit moindre, qu'on aide nos pauvres en priorité et après on aidera le reste du monde. Pour moi c'est du bon sens, c'est pas être obtus. Dans l'absolu je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, mes idées, on a l'impression qu'elles sont qualifiées de droite dans la doxa, alors que c'est juste du bon sens en fait. D'un autre côté, je me dis, encore une fois, avec le réchauffement climatique, on va avoir des centaines de millions de personnes qui vont passer de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, donc en partie chez nous. Je me dis, avec un système comme le tien,
et bah, potentiellement comme le mien, parce que moi, globalement, je suis plutôt d'accord. Je me dis, ok, mais on fait quoi? On fait quoi des centaines de millions de personnes? Sans être un spécialiste de ce sujet, je te dirais que ça ne justifie pas l'immigration humanitaire qui déséquilibre nos comptes sociaux, qui n'est pas adaptée à notre économie. On fait quoi de ces gens-là? Tu vois, on les laisse crever. Déjà, on parle du présent, d'une catastrophe qui n'est pas encore arrivée, même si je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je te dis simplement, je suis désolé, mais en fait, on est dans un entre-deux, toi et moi, mais ça ne peut pas justifier l'état de l'immigration tel quel actuellement, ou même d'accepter les clandestins. Pour moi, la clandestinité, ça ne devrait pas être légalisé dans notre pays, en fait. C'est un très mauvais signal à envoyer. L'extrême procédurier qui prend énormément d'années, et entre-temps, le clandestin qui reste ici, on lui a donné un papier, on ne l'a même pas expulsé, on lui a donné un papier pour dire « tu dois partir », mais évidemment, s'il a fait des démarches pour rester, il va vouloir rester. Entre-temps, il a fait un enfant avec quelqu'un, du coup, il va rester. Tu vois, il y a trop de recours qui fait que on fait une espèce de machine à valider à moyen ou long terme l'immigration clandestine, et pour moi ça c'est un problème pour notre pays. Moi je veux que les gens puissent décider en France, que les citoyens puissent décider qui rentre et qui ne rentre pas. Ça devrait et je pense en tout cas, pour rester raccord sur notre sujet d'une manière générale, sur l'islam ou un petit peu même si sur l'immigration, que voilà, ces trois types d'idées que je t'ai citées. Peut-être j'ai fait un schéma très simpliste, peut-être qu'il y a des nuances à apporter, mais d'une manière générale, ça me semble être du bon sens. Et parce que tu me poses la question, voilà, je sais apparenté comme étant des idées de droite. J'ai l'impression vraiment que c'est du bon sens. J'ai essayé de te le défendre en ne semblant ni obtus. D'ailleurs, toi et moi, voilà, on s'apprécie, on se connaît à distance depuis longtemps. Tu sais très bien que je suis quelqu'un quand même malgré tout de réfléchi. Je sais que tu es aussi quelqu'un de réfléchi. Peut-être que la vérité se trouve un mi-chemin entre toi et moi, tu vois, et que c'est pas aussi radical qu'on le pense. Et voilà, en tout cas, je te donne mon point de vue. Ouais, mais c'est super intéressant. Et c'est vrai que dans l'absolu, je ne saurais même pas quoi te dire pour contrer ce que tu viens de dire, parce que ça me semble être aussi du bon sens. Mais d'un autre côté, il y a quand même une partie de mon cerveau qui me dit, mais ok, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer pour tous ces gens-là qui arrivent? Et alors, là où je te rejoins sur l'immigration actuelle, on va bientôt conclure, parce que j'ai l'impression que t'inquiète, on va finir juste sur ce point-là. Je suis désolé, sur ce point-là pour finir. L'immigration, c'est là où je ne comprends pas trop la gauche. Effectivement, on remarque que dans les stats, il y a des gens de l'immigration qui sont beaucoup plus présents dans les stats de délinquance, de criminalité. On remarque ça. Et donc la gauche explique ça, elle dit non mais attendez, ça vient pas de l'immigration, c'est parce que en fait, quand tu es jeune, quand tu es pauvre, et quand tu es un homme, bah, tu as plus de chances de faire des actes délictuels ou criminels. Et donc, la gauche veut amener, donc elle explique ça par ces facteurs-là, hein, qui sont factuels, effectivement. Plus tu es jeune, comme je t'ai dit, si tu compares 75 et aujourd'hui, tu te rends compte que ça a des limites. Et également, c'est l'éducation et la mauvaise éducation qui fait un mais c'est pour ça que je termine là-dessus, tu vas comprendre. Et c'est là où je comprends pas. Si on part du principe que ces facteurs, des jeunes hommes pauvres, ça engendre plus de criminalité ou d'actes délictuels, alors pourquoi la gauche veut continuellement ramener toujours plus de jeunes hommes pauvres venant d'autres pays? Enfin, ramener des jeunes hommes pauvres sur le sol français, ça augmente du coup le nombre de gens pauvres, et donc ça augmente significativement le nombre de crimes, de délits qui pourra être commis. Et c'est là que moi je suis un peu en dissonance avec la gauche. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ils admettent que la pauvreté et la jeunesse et le fait que ce soit des hommes, ça augmente la criminalité, mais ils veulent ramener toujours plus de jeunes hommes pauvres sur le territoire français. C'est ça que moi j'ai du mal à comprendre. Mais oui, globalement, ton argument à toi, il est totalement défendable, et je ne saurais pas quoi te dire d'autre pour te contrer. Là, ce que tu cites, c'est surtout un symptôme. Tu n'as pas creusé évidemment l'aspect, mais moi je te dis avant tout un criminel, deux pauvres, un qui ne vole pas quelque chose, l'autre qui va voler, un qui agresse une personne, ça va jouer avant tout dans le comportement, les mœurs éducatives et culturelles. Voilà, et à situation égale, il y a plein de pays dans le monde où voilà, des pauvres. Je te donne, encore une fois, je vais conclure là-dessus, mais l'exemple du caillassage des pompiers, c'est quoi l'excuse en fait? C'est l'excuse de la pauvreté? Non, tu vois, à un moment donné, il y a de la haine envers des gens qui symbolisent l'État, etc. Agression pour un mauvais regard, tu vois, c'est pas la pauvreté économique qui te fait faire ça. Donc, tu vois, ça a ses limites. Mais si tu veux un jour. Oui, on en reparlera, il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, les amis, j'espère que cette discussion entre Jordan X et moi vous ont plu. N'hésitez pas, je vous mettrai en lien
sous la vidéo la chaîne YouTube de Jordanix si vous voulez vous intéresser à ces vidéos. Il y a beaucoup de vidéos très intéressantes sur le sujet de la critique de l'islam qui vous plairait, je l'imagine. Moi, je suis Jordanix depuis des années. J'en profite pour faire un petit peu de promotion. Si jamais vous voulez, vous me découvrez moi-même à travers cette vidéo, vous pouvez regarder également des vidéos de ma chaîne YouTube. Également, il y a mes livres en commentaire, en lien si vous le voulez. Mon dernier livre, Ex-musulman, le guide de survie, qui est un peu une analyse que tu as lu également, oui, je te l'ai envoyé, ouais, une analyse sociale et culturelle de la situation des ex-musulmans en France en tout cas notamment, ou mon livre d'avant, Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran. Et puis je vous dis à très bientôt